Bien, je viens d'appuyer sur un bouton qui décide du début de cette soirée. D'abord, je remercie ceux qui sont là. Merci pour votre venue, pour cette nouvelle saison des rencontres de Luc. Je vois que très rapidement, on va peut-être être obligé de changer de salle, et c'est un plaisir d'y songer. Je voudrais remercier quelques personnes. D'abord la mairie de Luc, qui nous accueille dans ces lieux et qui nous offrira aussi certainement la possibilité d'utiliser la salle des Vauconces. Le CABA du rez-de-chaussée, puisque ces rencontres sont sous l'égide du CABA, c'est-à-dire Marie Allegui, puis un certain nombre d'autres personnes. La librairie de Saillant, qui vous offrira ce soir un choix extrêmement divers d'ouvrages. Je crois qu'Yves aura l'occasion d'y revenir. Et puis, Yves Jeanneret, bien entendu, puisqu'il est là et qui vient. Je le précise à nouveau parce que je crois que c'est intéressant de le repréciser au départ. Je le ferai, je pense, que systématiquement. D'abord, que ces rencontres sont les vôtres, puisque c'est votre présence qui permet de faire régulièrement venir les conférenciers, puisque c'est votre participation aux frais qui va couvrir leurs frais de déplacement. Je précise que cette saison, comme les saisons passées, tous les conférenciers viennent à titre gracieux. Nous n'avons qu'à assumer leurs frais de déplacement et nous les accueillons chez l'habitant. Donc voilà, donc je remercie ce soir Yves, comme je remercierai les suivants. Je vais essayer de vous proposer un mode de déroulement. Le déroulement, c'est l'intervention bien sûr, d'Yves, qui devrait durer 1 heure. Ensuite, série de questions-réponses, sachant que, pour ceux qui sont disponibles et qui en ont le souhait, demain matin, la causerie du lendemain permet de développer quelques questions qui ont été évoquées, ou d'approfondir un certain nombre de choses que vous avez pu entendre, vous avez pu réfléchir. Donc voilà. Ensuite, parce que ça aussi c'est une tradition et que c'est toujours intéressant de le faire, c'est de prendre un pot. C'est toujours bon de boire un coup, surtout qu'il fait chaud, donc tout le monde sera content. Et puis, c'est le début des conférences. Et la prochaine a lieu le 27 octobre avec Claire Bonnel sur « Quand le problème, c'est l'autre ». Et je trouve que, moi je fais un parallèle, je suis un peu oiseux certainement, mais on va l'entendre à de nombreuses reprises, et on va commencer par celui qui est un des plus célèbres, c'est Émile Zola. Quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui nécessairement a en face de lui quelque chose auquel il s'oppose. Donc déjà, on est dans un rapport conflictuel. On peut avoir ce qu'on aura ici, ce qu'on aura après, du dissensus. On aura peut-être du compromis. En tous les cas, il y aura quelque chose qui va se passer. Et pour moi, c'est 2 sujets qui se suivent, mais qui sont, de mon point de vue, assez proches. Voilà. Donc là, le mois prochain, peut-être une réflexion que vous aurez l'occasion de mûrir à partir de ce soir, et qui vous permettra peut-être, si vous êtes présent, et je le souhaite bien entendu, d'enrichir aussi l'intervention de Claire Bonnel. Voilà, donc je laisse la parole à Yves Jeanneret. Merci beaucoup. Alors je suis très honoré d'ouvrir en fait cette saison de vos rencontres et ravi de pouvoir discuter avec vous. L'idée de venir ici est née au cours d'une rencontre dans une université populaire de région parisienne, à Sevran, où il y avait Anne-Marie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'a dit « Pourquoi vous ne viendriez pas à Luc ?» Et je suis ravi que vous m'ayez accueilli. Moi, mon parcours d'enseignant et de chercheur s'est fait entre la littérature d'un côté et la communication et les médias. J'ai enseigné en fait de la 6e au doctorat dans à peu près dans tous les niveaux de l'enseignement public. Et lors de mes recherches les plus récentes, j'ai travaillé sur la relation entre la médiatisation et la culture. Nous vivons dans une société hautement médiatisée, avec des transformations importantes aujourd'hui, mais en réalité, le processus de médiatisation est très ancien, en fait. Et ce que j'essaye de comprendre avec mes étudiants, avec mes collègues, c'est les relations qui s'établissent entre cette industrialisation et ce développement des médias sur plusieurs siècles. Et puis la place que prend la culture, la façon dont les savoirs circulent, la façon dont les œuvres circulent. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler d'une question un peu plus spécifique, mais dans ce cadre-là, qui est la question de la présence médiatique des écrivains.
Voilà. Alors, je vais me centrer sur le premier XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire une période qui est très peu connue, très peu discutée. Enfin, sans doute la connaissez-vous, mais on parle beaucoup de ce qui s'est passé depuis Jean-Paul Sartre, donc en 1945, la création des temps modernes, et en réalité, la première moitié du XXe siècle, qui a d'ailleurs de tristes ressemblances avec l'époque que nous vivons, mérite, à mon avis, d'être fortement réinterrogé. Et comme je n'ai qu'une heure, on me l'a encore rappelé, je préfère me focaliser sur cette période qui est un peu moins connue et à partir de là, ouvrir une réflexion sur la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Je suis ravi de venir ici parce que je suis à la retraite comme professeur d'université depuis septembre dernier et ce qui m'intéresse, après avoir beaucoup enseigné à l'université et dirigé des recherches, c'est de rencontrer des publics différents et d'avoir à cette occasion-là la possibilité d'échanger, mais aussi, moi, d'apprendre, en fait, puisque quand on discute avec d'autres personnes, on apprend beaucoup. Voilà. Alors, j'ajoute que j'ai été sidéré quand je suis arrivé ici, en voyant la sélection d'ouvrages qui a été réalisée par la librairie L'Alimentation Générale de Saillant, voilà, énormément de nourriture intellectuelle dans cette alimentation générale. Et en fait, c'est un choix de livre qui est à la fois extrêmement riche et extrêmement pertinent pour prolonger cette discussion d'aujourd'hui et celle que nous pourrons avoir après, ce soir et demain. Et d'ailleurs, je vais citer un certain nombre des ouvrages que la librairie a choisis, à la fois des ouvrages, des œuvres d'auteurs littéraires et aussi des études historiques, sociologiques, philosophiques sur l'engagement des écrivains. Alors donc, les écrivains, dans ce que nous appelons, nous, en sciences de la communication, l'espace public et tous les médias qui permettent d'intervenir dans l'espace public, une perspective un peu cavalière sur une heure, sur ce premier demi-siècle. Voilà. Alors, Émile Zola a eu une activité de journaliste extrêmement importante, comme presque tous les grands écrivains du XIXe siècle. Beaucoup ont commencé leur carrière comme journalistes, c'est son cas. Il a continué à avoir une activité de journaliste pendant la fin de sa carrière. Mais en 1881, il a décidé de mettre fin à son travail de journaliste, qui avait été continu jusque-là, parce qu'il était en révolte contre la façon dont la presse évoluait, une presse plus industrialisée, plus marchandisée, disons qu'il se détachait de l'idée de participation à l'opinion pour un modèle d'information plus moderne, mais sans doute aussi plus froid et plus neutralisé, avec un peu moins de conflits. Alors il annonce son départ dans un article qu'il signe dans le Figaro et qui s'intitule « Adieu ». Et je vous lis un paragraphe de cet article de 1881. « La colère et le dégoût s'en vont, la presse reste toute puissante. On revient à elle comme à de vieilles amours. Elle est la vie, l'action, ce qui grise et ce qui triomphe. Quand on la quitte, on ne peut jurer que ce sera pour toujours, car elle est une force dont on garde le besoin, du moment où on en a mesuré l'étendue. Elle a beau vous avoir traîné sur une claie, elle a beau être stupide et mensongère souvent, elle n'en demeure pas moins un des outils les plus laborieux, les plus efficaces du siècle, et quiconque s'est mis courageusement à la besogne de ce temps, loin de lui garder rancune, retourne lui demander des armes à chaque nécessité de la bataille. Voilà, en 1881, 4 ans avant les funérailles nationales de Victor Hugo, au moment où la figure de l'écrivain est flamboyante en France, où c'est un modèle culturel et politique majeur, comme on le voit dans le cas de Hugo, Zola pose la question des relations qui peuvent s'établir entre les écrivains et ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias de masse, qui à l'époque sont incarnés par le journal quotidien au tout premier chef. Et au moment où il cesse de contribuer, de participer comme journaliste, il signale la puissance de la presse, et je vous redis la phrase, retourne lui demander des armes à chaque nécessité de la bataille. La nécessité de la bataille va se présenter une quinzaine d'années après, au moment où Alfred Dreyfus est injustement condamné parce qu'il est juif
et au nom d'une certaine conception de ce que doit être l'armée et, disons, l'affirmation de la nation, et où les efforts pour réviser son procès, car il est manifestement innocent, échouent. Et le véritable coupable, qui a été identifié, est innocenté par le Conseil de guerre, la condamnation de Dreyfus 1894, et le procès de Esterhazy, qui aboutit à non seulement son acquittement, mais la mise au fer du seul militaire de l'état-major qui a osé défendre Dreyfus, le colonel Picquart, provoque la colère de tout le monde intellectuel. Et Hugo va voir la presse pour lui demander, en fait, justement son secours. Il rencontre un journaliste qui s'appelle Georges Clemenceau, dans le journal L'Aurore, et ce journaliste lui suggère de titrer ce qu'il avait appelé « Lettre au président de la République » avec un titre plus médiatique, « Contribution médiatique de Clemenceau, j'accuse ». Et en fait, les rapports entre la littérature et les écrivains étaient extrêmement forts au XIXe siècle, mais ils étaient concentrés essentiellement autour de deux choses. D'une part, on demandait aux écrivains de publier des feuilletons, parce que comme il fallait vendre beaucoup le journal, la publication de la fiction, ce qu'on appellerait aujourd'hui des séries télévisées, le feuilleton, pouvait permettre de fidéliser le public, et le développement massif des journaux dans la deuxième moitié du XIXe siècle repose sur le fait de baisser le prix du journal. On n'est pas encore dans la gratuité, mais de baisser le prix du journal, mais de vendre les lecteurs à ceux qui font de la publicité. Et pour ça, diffuser de la fiction, c'est le meilleur moyen de fidéliser le lectorat. Et d'autre part, bien sûr, les journalistes, les écrivains fournissent les grands bataillons, en fait, de ceux qui écrivent le journal. Ici, on a quelque chose de différent, c'est-à-dire l'utilisation du journal comme une tribune dans laquelle l'écrivain va s'exprimer qualité d'écrivain, en tant qu'écrivain, pour utiliser le support des médias de masse, cette puissance qu'on voyait dans l'article de 80, non pas comme journaliste, mais comme écrivain intervenant dans l'espace public. Et donc, peu de temps après la publication de l'article de Zola, eh bien, on a la signature collective d'un manifeste, qui va être, alors, c'est pas la première fois qu'il y a un manifeste, mais c'est le début de la très grande série des manifestes qui ouvrent le XXe siècle, des manifestes d'écrivains. La signature d'un texte qui s'intitule « Une protestation », et sur laquelle on va trouver des signatures qui représentent le monde intellectuel avec une majorité d'écrivains. J'ai pris 4 exemples. Anatole France, qui représente l'écrivain incontesté, consacré par excellence à l'époque. Émile Duclos, qui dirige l'Institut Pasteur et qui donc montre aussi que les scientifiques s'engagent dans ce genre de prise de position. Marcel Proust, j'aurais pu citer aussi Léon Blum, Marcel Proust, jeune écrivain qui s'engage très fortement dans l'affaire Dreyfus et qui n'est pas encore célèbre. Et puis aussi le bibliothécaire de l'École normale supérieure qui s'appelle Lucien R. C'est un littéraire qui est en train de former tous les normaliens qui vont devenir les grands littéraires de la première moitié du XXe et qui forme autour de lui tout le foyer, en fait, du socialisme autour de l'affaire Dreyfus. Cette déclaration d'intellectuel, c'est Le Temps, le journal. C'est un des journaux d'information les plus importants de l'époque. Le Temps, en fait, publie donc sous le titre « Une protestation » ce texte pour demander l'acquittement de Dreyfus et la révision du procès, dans la suite de la prise de parole de Zola. Mais en fait, cette protestation, elle va porter un nom que tout le monde va leur donner, et d'abord les adversaires, on va appeler ça le manifeste des intellectuels. Et donc c'est à ce moment-là que l'adjectif intellectuel, qui existe depuis longtemps, qui désigne une activité de pensée, de production culturelle, va devenir un nom, un substantif, et désigner un groupe social. Et vous voyez, ce groupe social, il comporte des producteurs intellectuels de différentes natures, mais avec une domination assez forte des écrivains,
Parce qu'à l'époque, l'écrivain, c'est l'incarnation par excellence de l'intellectuel. C'est d'ailleurs l'époque où les grandes personnalités qui vont fournir le personnel politique de la République sont très nombreux à être des écrivains, à sortir d'une formation littéraire, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors, vous voyez, cette position de Zola qui va ouvrir la perspective de l'engagement des écrivains. Le mot engagement est très fréquent dès l'époque. J'en dirai un mot tout à l'heure. Jean-Paul Sartre fait une théorie de l'engagement en 1945, mais dès 1900, le mot engagement est partout pour désigner cette idée que l'écrivain a un rôle particulier à jouer, non pas comme journaliste, mais comme écrivain dans l'espace public. Et vous voyez, cette tension, il y a une certaine polémique vis-à-vis des médias, la revendication d'un rôle de réflexion ou de prise de position, de défense d'une opinion, d'un engagement, d'une conflictualité que l'écrivain porte, et en même temps l'utilisation des médias. Alors, à partir de là, l'écrivain va incarner une figure particulière représentée à l'intérieur des médias, et à l'époque, encore une fois, les médias de masse, c'est le journal. La radio va apparaître, la télévision, elle deviendra une pratique réelle dans la deuxième moitié du siècle. Donc le journal, à cette époque-là, c'est le média de masse. Mais les écrivains font autre chose. Ils se rendent compte que pour avoir une influence dans la société, ils ont besoin aussi de créer eux-mêmes des médias. Et donc ils vont développer un objet qui est plus petit, qui a une diffusion moindre, mais qui va avoir une importance capitale, la revue. Alors, il y avait des revues, il y avait des manifestes esthétiques dès le XIXe siècle. Elles se sont surtout développées à partir de 1890. Mais ce qui apparaît dans les années qui séparent le tournant du siècle, l'affaire Dreyfus qui est un moment central de la guerre de 14, ce sont les revues qui vont proposer à la fois un contenu littéraire et un contenu politique. J'ai pris ici deux exemples. La Revue Blanche, qui a été créée dans les années 1890, qui est une revue esthétique symboliste qui rassemble des poètes, des musiciens, des peintres, des illustrateurs, dans lequel on va trouver Mallarmé, par exemple, pour prendre l'exemple d'un poète symboliste, et aussi des jeunes écrivains, comme Léon Blum, qui à l'époque est un jeune écrivain et un jeune critique littéraire, et qui va s'engager dans la bataille de l'affaire Dreyfus. Et donc il va engager cette revue littéraire dans l'idée que l'écrivain, en tant qu'écrivain, parce qu'il écrit des œuvres, parce qu'il réfléchit sur la condition humaine, parce qu'il a accès à un public, parce qu'il a une autorité morale et esthétique, doit prendre position dans la cité et y intervenir. Un autre exemple moins connu, c'est le jeune romancier Jean-Richard Bloch, qui crée la revue L'Effort, ensuite rebaptisée L'Effort Libre, qui est aussi un moment de création. Alors cette revue, c'est un média. Pour nous, analystes de médias, il n'y a pas que le journal qui soit un média. L'écrivain a tendance à polémiquer contre les médias en opposant la littérature aux médias, mais en même temps, la littérature repose aussi sur l'activité médiatique. Et la revue, c'est une forme médiatique qui va permettre un certain type d'engagement des écrivains, mais aussi un certain type de construction du rôle social des écrivains en tant qu'individu et en tant que collectif. Parce que la revue, c'est un périodique. Ce n'est pas un quotidien, mais c'est un périodique. C'est un périodique qui va donc rassembler d'une certaine façon un public qui va lui rester fidèle parce qu'il attend régulièrement une sorte de rendez-vous avec ce qui va paraître. Donc il inscrit aussi une vie collective, culturelle, sociale dans le temps. Et en même temps, il crée aussi un collectif d'auteurs qui vont être connus à la fois pour leur signature personnelle et en même temps pour le groupe collectif qu'ils engagent. Et donc il y a aussi une sociabilité, une pratique, un univers culturel qui se structure, qui prend confiance, qui se donne une certaine forme de publicité et qui va essayer de peser dans un monde où, par ailleurs, les journaux sont en train de suivre leur propre évolution technique, économique, marchande, politique, rhétorique. Et donc il va y avoir d'un côté l'intervention des écrivains
à l'intérieur du journal, et de l'autre côté, la création par les écrivains de leurs propres médias. Alors, deux exemples, rapidement évoqués, j'ai conscience du temps, qui sont créés avant la guerre de 14. Le premier, c'est la Nouvelle Revue Française, créée en 1908, par un groupe qui associe à la fois des jeunes écrivains, déjà plus ou moins célèbres, comme André Gide, des intellectuels qui sont impliqués dans la création de milieux intellectuels, comme Paul Desjardins, et puis des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans l'affaire, parce que pour faire tourner un média, il faut de l'argent, comme Gaston Gallimard. Donc André Gide va réunir autour de lui un certain nombre d'écrivains qui veulent à la fois être reconnus comme écrivains et donc défendre une certaine autonomie de la littérature, qui pense que l'écrivain, en tant qu'écrivain, a quelque chose à faire dans la littérature qui peut apporter en soi du savoir, de l'interrogation sur la société, en tant qu'écrivain, d'une façon différente de la façon dont le politique le fait. Et en même temps, il pense que l'écrivain, en tant qu'humaniste, doit aussi participer aux transformations de sa société, lutter contre l'inégalité sociale, lutter contre les préjugés sexuels, lutter contre le colonialisme, etc., pour prendre des exemples de causes qui ont été défendues par André Gide. Paul Desjardins, c'est quelqu'un qui a été acteur du mouvement de la culture populaire, du tournant du 19e et du 20e, ce qu'on a appelé les universités populaires, c'est-à-dire la volonté de faire circuler la culture dans la société et de permettre un dialogue en fait entre les classes populaires et les intellectuels. Et il crée dans un château en Bourgogne qui s'appelle Pontigny, une structure qui s'appelle les Décades de Pontigny, c'est-à-dire que tous les ans, ou plusieurs fois par an à partir d'une certaine date, se retrouvent pendant 10 jours un ensemble d'écrivains qui vont discuter de grandes questions de la société. Alors là, on va trouver Roger Martin du Gard, André Malraux, on trouvera Mauriac, on va trouver tout un ensemble d'écrivains. Alors, vous voyez, et quant à Gaston Gallimard, lui, il donne les moyens financiers à la revue, la Nouvelle Revue Française, de vivre. Et à un moment, il se dit qu'au-delà du fait de faire vivre la revue, il faut créer une maison d'édition. Donc il crée une maison d'édition qui s'appelle les éditions de la NRF. Et si j'ai pris cet exemple, rapidement, hein, il est vigilant, donc rapidement, en fait, c'est parce que ce triangle me semble très intéressant à analyser. C'est-à-dire une revue qui permet de constituer une communauté d'écrivains qui ont chacun leur identité, mais qui vont se donner collectivement un certain poids en utilisant comme média la revue, et d'utiliser la forme colloque, c'est-à-dire la discussion, pour réunir ces gens-là et faire en sorte qu'ils discutent entre eux de ce que sont pour eux, en tant qu'écrivains, les grands enjeux de la société, et en même temps la maison d'édition, qui va leur permettre d'éditer leurs livres et de donner un poids à leur œuvre. Et donc de créer une communauté, mais en même temps un lieu d'influence. Alors je vais prendre un autre exemple qui est à la fois analogue et différent. C'est celui des Cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. Et je vais m'y arrêter un tout petit peu plus, parce que l'expérience est très originale et au fond, elle n'est pas forcément très connue. Alors, Charles Péguy, c'est un écrivain, il est connu en tant que poète, pour toutes les poésies, il est connu en tant que grand écrivain catholique, il est moins connu comme grand écrivain révolutionnaire, il a écrit beaucoup de textes révolutionnaires au tournant du 19e et du 20e. Il est né en 1869, donc dans ces années, selon sa propre expression, il fait partie du parti des hommes de 40 ans. C'est comme ça qu'il se définit. Or, en fait, Péguy, un peu avant d'avoir 40 ans, hein, il participe très activement à l'affaire Dreyfus. Et pour lui, comme beaucoup de ces gens, le souvenir de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire de la possibilité de se battre en tant qu'intellectuel autour d'une définition principalement littéraire de l'intellectuel, contre l'injustice, pour la justice et pour la vérité, fonde pour lui un engagement très fort qui fait qu'à partir d'un certain moment, et ça on le sait moins, il va en fait mettre au deuxième plan sa propre création personnelle pour porter une œuvre extrêmement forte qui va être l'œuvre collective de l'animation
de la revue des Cahiers de la Quinzaine, qu'il a conçue comme une revue qui permettrait de faire survivre l'esprit de Dreyfus et de continuer à permettre un mode d'intervention sur l'actualité, sur les questions importantes de l'époque, qui soit fondé sur une pensée, sur un engagement, sur une écriture. Et ce projet est très polémique. Pour reprendre la question que tu évoquais de la conflictualité tout à l'heure, il est très polémique vis-à-vis du mode de conception du journal à cette époque, que je n'ai pas le temps de développer, mais c'est l'époque où le journal se neutralise, où les modèles viennent d'Amérique, et on commence à dire que la bonne presse, c'est celle qui prend jamais position, qui ne donne que du factuel, qui fait circuler très rapidement les informations. Et donc Péguy, il est complètement contre ça, et il cherche à créer cette communauté. Alors, ce qui est intéressant, il l'organise autour d'un lieu, la boutique des Cahiers, en face de la Sorbonne, qui existe encore. Et c'est à la fois une publication et une communauté, parce que dans la boutique des Cahiers, les gens se réunissent, ils mènent des combats ensemble, ils discutent de ce qui se passe dans l'actualité. Et ce qui est intéressant, il met au deuxième plan, c'est-à-dire que si on regarde l'œuvre de Péguy aujourd'hui, sans doute c'est sa poésie qui est la plus connue, mais si on regarde quel est l'essentiel de son activité, c'est faire tourner cette revue, trouver les auteurs, et au fond, cette tâche collective est prioritaire pour lui. Alors, ce qui est intéressant, qui est très original chez Péguy, c'est que dans les Cahiers de la Quinzaine, on va avoir avant tout un rendez-vous entre deux collectifs, un collectif d'auteurs, un collectif de lecteurs. Pas de publicité, pas de financement extérieur, une activité qui repose sur l'abonnement, et aussi, de temps en temps, les auteurs y mettent la main à la poche, Péguy le premier, ils vont se ruiner pour faire tourner ça. Donc une indépendance totale, et en même temps, un rendez-vous régulier, une périodicité qui ne sera pas tout à fait la quinzaine, parce qu'ils n'y arrivent pas pour des raisons à la fois matérielles et financières, et qui permet de retrouver toujours un même public, mais autour de textes très différents. J'ai pris 3 exemples. Vous voyez, les Cahiers rouges de Maxime Vuillaume, qui sont un témoignage sur la Commune de Paris. Maxime Vuillaume, c'est quelqu'un qui a participé à la Commune de Paris, à côté de Courbet, et qui a été exilé, et qui va écrire tout un récit pour essayer de restituer un peu ce qu'était vraiment la vie pendant la Commune de Paris. Et donc, il va y avoir toute une série de cahiers qui vont être consacrés à la Commune sous le titre « Mes Cahiers rouges ». Un livre politique de Charles Péguy, Notre jeunesse, qui parle de l'affaire Dreyfus, de la volonté de réaliser une révolution socialiste morale. Parce que Péguy considérait, ceci n'a aucune actualité, que si on voulait qu'une révolution se réalise, il fallait d'abord qu'elle soit morale, parce qu'il y avait une question de valeur qui devait primer sur tout calcul politique ou électoraliste. Voilà. Donc on trouve ça dans Notre jeunesse. Et puis, bien entendu, à côté, les œuvres poétiques et proprement littéraires de Péguy. Et en fait, comme je le disais, c'est un rendez-vous, c'est la volonté de créer une communauté, il y a une périodicité, il y a une grande diversité de textes, donc il réalise le croisement, la rencontre, pas seulement entre les auteurs, la rencontre entre les lecteurs, mais aussi la rencontre entre des genres de textes très différents, documentaires, d'actualité, politiques, poétiques, philosophiques. Il y a des textes de Bergson aussi. Alors, j'avance. Je ne peux pas vous parler de tout. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est l'utilisation de la presse par le philosophe Alain. Alain, c'est Émile Chartier. Il est professeur de philosophie à Rouen. Ensuite, il va être nommé à Henri IV. Et il décide qu'il veut utiliser la presse pour faire de la philosophie. Donc, vous voyez, la philosophie médiatique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, toutes les semaines, puis ensuite tous les jours, il va publier dans la Dépêche de Rouen un petit article qu'il appelle « Les propos d'un Normand ». Et donc il va écrire des milliers de textes pour essayer d'appliquer une forme de réflexion philosophique à la quotidienneté. Lui aussi, il s'inscrit dans la matrice de la presse, c'est-à-dire les moyens techniques de la presse, sa diffusion, son marché, sa périodicité. Il utilise cette puissance de la presse pour essayer d'y représenter une certaine forme de philosophie humaniste. J'ai évidemment pas le temps ici de parler du contenu. Tous ces gens-là ne sont pas d'accord sur tout, mais ils le sont sur un certain nombre de choses. Alors,
Pour me concentrer un peu sur les cahiers de la quinzaine, il y a un phénomène très très intéressant dans les cahiers de la quinzaine, c'est la publication par épisode d'un roman qui va être le roman qui va sauver en fait financièrement les cahiers de la quinzaine, parce qu'il va faire un succès très important. Et ce roman, il est intéressant parce que, en fait, à partir de cette toute petite revue, il va gagner l'édition, il va donner une notoriété médiatique absolument considérable à son auteur, et ensuite il va faire l'objet de centaines de traductions dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'un des amis de Peggy, qui s'appelle Romain Rolland, qui est un personnage assez peu connu aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous en faire le détail, je reviendrai volontiers à Luc pour parler que de Romain Rolland, on peut en parler pendant des heures et des heures. C'est un musicologue, un homme de théâtre, un romancier, un philosophe absolument considérable. Et en fait, il accompagne Peggy dans cette aventure, et à un moment, il décide de publier dans les cahiers de la quinzaine un très grand roman. Ce roman, c'est Jean-Christophe, c'est l'histoire d'un musicien allemand qui va traverser toutes les années qui précèdent la guerre de 14, qui va rester en Allemagne, puis venir en France, et qui va à la fois représenter le mouvement de la création artistique, mais en même temps tout un tas de questions sociales, philosophiques, politiques, et en particulier, bien sûr, l'amitié franco-allemande, qui est vraiment une valeur extrêmement importante pour cet écrivain. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir 17 livraisons pendant 9 ans. C'est-à-dire que ce roman, il ne va pas être édité en une fois, mais en fait, Romain Rolland va utiliser pour un roman de littérature savante, puisqu'il aura le prix Nobel de littérature, c'est un normalien, il a créé la musicologie, c'est quelqu'un qui appartient tout à fait au monde savant et universitaire. Il aura le prix Nobel, il aura le prix de l'Académie française, le prix Nobel, le prix Femina, tout en fait. Il utilise la technique du roman feuilleton. C'est-à-dire qu'il va écrire par épisode, et en fait, il va y avoir un dialogue qui va s'établir entre lui et son public par le biais de cette périodicité qui est propre justement à la matrice de la presse. Or, ce qui va se passer, c'est que les gens vont retrouver le personnage, retrouver la fiction, et que cette fiction va dialoguer en permanence avec l'actualité. Donc il y a 3 temporalités. Il y a la temporalité du personnage de Jean-Christophe qui va se développer au fil des épisodes, puisque Romain Rolland a choisi, on pourra y revenir, il ne fait pas comme Proust des retours en arrière, il le suit de la naissance à la mort, et il a une très bonne raison de faire ça, sur laquelle on pourrait revenir. Il va suivre le personnage régulièrement, dans la durée, dans son devenir. En même temps, l'auteur vieillit. Et donc, en même temps, lui, sa vie se déploie. Les lecteurs vieillissent, leur vie se déploie. Et pendant ce temps-là, l'actualité se développe, et en particulier en ce qui concerne les relations franco-allemandes, le drame de la guerre est en train de monter, et on trouve au fil des épisodes le sentiment qu'on va justement vers cette tragédie. Alors c'est très intéressant, cette façon de mettre en place une relation particulière avec un public, sur le mode d'un rendez-vous, et aussi d'un dialogue entre plusieurs temporalités. Et parmi ces temporalités, il y a la temporalité de la fiction littéraire, mais aussi il y a la temporalité de l'action politique, et la temporalité du mûrissement psychologique, social, intellectuel, moral, de toute une génération. Alors, on peut citer de nombreux exemples des réactions qu'a pu donner ce texte, mais pour en prendre juste une, parce que le temps file, Daniel Halévy, qui était un des auteurs des cahiers de la quinzaine, un des grands acteurs de l'affaire Dreyfus, on les commence, il s'agit des volumes de Jean-Christophe, on les termine, et quand on les a terminés, telle est leur vérité, leur force persuasive, qu'il semble qu'on se souvienne, non d'une lecture, mais d'une histoire vraie que quelqu'un vous a dite ou qu'on a soi-même éprouvée. Bon, autre exemple, il est triste de fermer le dernier volume de Jean-Christophe, on éprouve le sentiment douloureux de la mort d'un ami. Alors, cet auteur, il va acquérir ce qu'on peut appeler un capital symbolique, qui est lié justement à ce qu'il a réussi à construire avec son lectorat. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment ça va être repris dans l'édition, puis ensuite ça va circuler dans l'Europe entière jusqu'au prix Nobel. Mais cet auteur qui est un musicologue, un auteur de théâtre, un auteur de romans, en 14, quand Jaurès est tué et que personne ne parle, il estime que c'est son devoir de parler. Donc il va refaire le même geste
que celui de Jaurès, en publiant en septembre 14, dans le journal de Genève, un texte intitulé « Au-dessus de la mêlée ». Et en fait, cette construction symbolique de la relation avec un public, cette présence à la fois à l'intérieur du monde littéraire et dans le monde médiatique, lui donne un poids qui lui permet de mettre son autorité, en fait, dans une tentative, non pas pour arrêter la guerre, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas l'arrêter, mais pour éviter que la haine vienne doubler la guerre, et donc que l'on compromette la possibilité dans l'avenir d'une construction européenne et d'un respect entre les Français et les Allemands. Je n'ai pas le temps de vous détailler le contexte, mais c'est assez important. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, il se construit quelque chose qui aboutit à un phénomène qui est peut-être plus fort que celui de Zola, qui est vraiment l'incarnation, par le geste d'une personne, d'une sorte de responsabilité qui est considérée par un certain nombre de ses contemporains, de plus en plus nombreux, comme un geste de conscience qui représente finalement une prise de responsabilité vis-à-vis d'une situation dramatique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans le même temps, autour de lui, va se créer, là encore, un collectif, grâce à la correspondance, qui va conduire ces gens, en fait, à échanger entre eux pour arriver à créer un réseau de solidarité, parce qu'ils ont le sentiment, ils ont un double sentiment. Alors, ils ont tort ou ils ont raison. Ils ont d'abord le sentiment que la société est en train de tourner vers un privilège exclusif du marché et de la finance qui va détruire toutes les valeurs. Ça, ils en ont un fort sentiment, c'était déjà l'idée de Péguy. Et en plus, ils ont le sentiment que le nationalisme va renforcer ça, parce qu'il va, en fait, placer en plus en position dominante les partis de haine. Et donc, ils estiment que dans un contexte comme celui-là, il est très important de créer un réseau intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent d'abord Stefan Zweig et Romain Rolland. Stefan Zweig, c'est un auteur autrichien. Romain Rolland, c'est un écrivain français. À l'époque, il y a un décalage de génération. Zweig est plus jeune, il n'est pas encore très connu. Romain Rolland est très célèbre. Mais déjà, ils décident de maintenir entre eux ce dialogue. Ils n'ont pas la même analyse. L'un accuse surtout la France, l'autre accuse surtout l'Allemagne, mais ils décident de maintenir entre eux un travail pour se documenter, pour maintenir la possibilité d'information et surtout pour préserver la possibilité que les intellectuels, disons, défendent certaines valeurs humaines et ne s'engagent pas dans la mêlée pour y prendre des positions de haine. Et pour faire ça, ils vont utiliser une pratique qui est une pratique très importante des écrivains à l'époque, la correspondance. Il faut savoir qu'un écrivain, dans la première moitié du XIXe siècle, il passe la moitié de sa journée à recevoir des lettres et à répondre aux lettres. C'est-à-dire qu'indépendamment du texte qu'il va publier dans les journaux, il y a cette activité inlassable de correspondance qui va les permettre de constituer un collectif qui aboutit, là encore une fois, à un manifeste qui s'appelle la Déclaration d'indépendance de l'esprit. Et vous voyez, là, il y a quelque chose de particulier qui se constitue. Un réseau de gens qui vont signer en même temps un texte. Alors, en fait, ils le signent tous en tant qu'individus, au nom de leur propre action d'artiste. C'est-à-dire qu'ils apportent deux choses. Ils apportent l'originalité de leur œuvre et ils apportent le poids de leur personne culturelle. Mais en même temps, ils constituent un collectif. Alors, pour ça, il faut qu'ils fassent quelque chose qui n'est pas simple pour un écrivain, c'est de signer tous le même texte. Or, ils ne peuvent pas être tous d'accord sur le même texte. Un écrivain ne peut pas être d'accord entièrement sur un texte écrit avec un autre. Donc ça veut dire que là, ils prennent conscience du fait qu'ils vont engager leur nom, avec tout le poids symbolique, dans une activité d'écriture qui n'est pas la même que celle de la création individuelle, et qui est justement liée à ce sentiment d'une nécessité d'intervenir dans l'espace public. Ce faisant, ils se donnent aussi une certaine importance, une grande importance, puisque finalement, c'est une façon de considérer qu'eux, ils sont responsables d'une certaine façon, moralement, d'une certaine responsabilité collective. Ils s'attribuent, on pourrait dire, d'une certaine façon, un magistère moral. Et en fait, à cette époque-là, c'est autour de Romain Rolland, avant tout, que tous les écrivains, en fait, se concentrent pour reconnaître à Romain Rolland une sorte de magistère moral au nom de son œuvre et au nom de ce qu'il a pu représenter. Et ceci permet la création d'un réseau
qui signent. Donc c'est un travail très très important de fourmi, en fait, pour constituer un collectif qui va signer. Donc le mathématicien Bertrand Russell en Grande-Bretagne, le romancier Henri Barbusse en France, le graveur Franz Mazerel en Belgique. Je prends quelques exemples, Maxime Gorky en Russie, Hermann Hesse en Allemagne, mais aussi Albert Einstein, Benedetto Croce en Italie. Tous ces gens-là signent en fait ce manifeste. Alors, vous voyez que à la sortie de la guerre, on est en 1919, Romain Rolland écrit dans son journal, au moment où le traité de paix est signé, en juin 1919, il écrit, sur le moment, il écrit « Triste paix, entr'acte dérisoire entre deux massacres de peuples ». Donc ils savent très bien ce qu'il en est, mais d'une certaine façon, ils se donnent à eux-mêmes une sorte de figure de conscience morale et ils mettent sur eux un certain poids. Alors, tout ça va donner lieu à bien des débats à partir du moment où il va y avoir la révolution russe, il va y avoir donc la Troisième Internationale, la scission entre partis communistes et partis socialistes. Est-ce que les écrivains s'engagent aux côtés des communistes ou pas? Il y a un gros débat entre Henri Barbusse et Romain Rolland, que je n'ai pas le temps de détailler, dans les années 20-21, parce que Romain Rolland, qui est favorable à la Révolution, n'accepte pas les méthodes de Moscou, et donc il ne veut pas signer avec la revue Clarté de Barbusse, en fait, l'engagement aux côtés des communistes. Petit à petit, il va évoluer, et il va y avoir, au fil des années 20 et des années 30, pardonnez-moi de passer vite pour respecter le temps, une tension considérable qui va s'établir entre tous ces auteurs qui se considèrent encore comme porteurs d'une responsabilité publique, je dis encore parce que ce sera ensuite remis en question, et qui doivent prendre position dans une histoire qui est tragique, dans laquelle il y a le colonialisme, il y a le fascisme, le nazisme. Au bout d'un moment, ça devient assez clair qu'il y a aussi le stalinisme. Et les uns et les autres prennent des positions qui vont être extrêmement différentes parce qu'ils essayent d'évaluer devant une situation historique quelle peut être la position qui est juste. Alors, je vais vous lire un texte de Romain Rolland qui date d'avril 1933, avant de vous parler de toute cette question de l'engagement aux côtés des communistes. C'est l'engagement contre le nazisme. En avril 1933, Hitler vient d'être élu, en fait, et le président du Reich, qui s'appelle Hindenburg, demande qu'on attribue à Romain Rolland la médaille Goethe. La médaille Goethe, c'est un genre de prix Nobel allemand. C'est la plus haute récompense culturelle. Alors voilà ce qu'écrit Romain Rolland, et je vais faire un bref commentaire de cette lecture. Ça incarne tout à fait cette figure de l'écrivain qui occupe un magistère dans les médias et qui a une responsabilité. Lettre ouverte donc au consul d'Allemagne à Genève. Monsieur le consul, je reçois votre lettre du 19 avril, par laquelle vous m'avisez que Monsieur le Reichspräsident von Hindenburg m'a fait l'honneur de me conférer la médaille Goethe. Je ressens vivement cet honneur, mais il m'est pénible de vous écrire que dans les circonstances présentes, je ne puis l'accepter. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce refus ne s'adresse pas personnellement au vénérable Reichspräsident, ni surtout à votre pays, dont depuis ma jeunesse j'ai toujours admiré, aimé, célébré les génies et les héros, le fleuve d'art et de pensée, le glorieux passé. Cette grande Allemagne, qui est pour moi non seulement celle de Goethe et de Beethoven, ses plus hautes cimes, l'Allemagne de Kant, de Schopenhauer, de Karl Marx, mais aussi celle de ces millions d'âmes qui, depuis des siècles, ont si noblement souffert, supporté, créé, édifié les plus pures valeurs morales et les plus profondes de l'Occident. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans cette Allemagne, l'écrasement des libertés, la persécution des partis opposés au gouvernement, la proscription brutale et infamante des Juifs, soulève la révolte du monde et la mienne. Vous ne pouvez ignorer que cette révolte, je l'ai déjà exprimée dans des protestations publiques. J'estime qu'une telle politique ruine l'Allemagne dans l'opinion de millions d'hommes de tous les pays de la Terre. Elle est un crime contre l'humanité. Alors vous voyez, c'est d'une certaine façon la noblesse de cette position, très nuancée,
demandant toute la capacité de pensée, de culture et d'écriture d'un homme qui ne veut pas tomber dans un double piège. Le premier qui serait d'accepter d'être reconnu par un gouvernement en faisant semblant d'oublier ce qu'il est en train de faire, notamment aux Juifs. Et la deuxième qui serait de rejeter en même temps l'Allemagne et la culture. Et donc, ce travail très fort dans le texte pour arriver à exprimer en même temps le respect et l'héritage, en fait, de ces cultures allemandes, et en même temps porter ce diagnostic terrible en avril 1933, crime contre l'humanité. Là, il invente l'expression qui sera ensuite officialisée, mais seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, bien entendu, il va s'engager très très fort et aller très loin dans le soutien des communistes, jusqu'à entretenir des relations très proches avec le stalinisme. Et beaucoup d'auteurs de cette époque font le voyage à Moscou. Et on ne peut pas dire... Alors, c'est très compliqué, vous voyez, il faut réfléchir. Hein. On n'est pas en 1950, on n'est pas en 70, on n'est pas en 80. Ils savent quelle est la violence du régime à Moscou. Ils ne connaissent pas pour autant tout. Et l'Union soviétique n'occupe pas encore tout l'Est européen, ce sera après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, ces gens qui ont compris que le triomphe sans partage de la finance seule conduirait à l'effondrement de l'humanité, pensent que quelque chose peut naître du côté de Moscou. Et donc, ils s'engagent très loin. Et là, ils sont extrêmement nombreux. On voit ici le Congrès des écrivains pour la défense de la culture, avec Henri Barbusse, et puis on voit André Malraux à Moscou en 1934. André Malraux, qui défendra les procès de Moscou, qui défendra le pacte de non-agression germano-soviétique, avant de rompre avec les communistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, Romain Rolland est dans cette affaire. Il va aussi à Moscou. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un certain moment, alors il y a plein de raisons qui expliquent cette tension. La première, c'est que les moments de l'histoire, la guerre d'Espagne, le fascisme, la Shoah, la confrontation, le constat aussi que les sociodémocrates, une fois qu'ils ont obtenu les élections, ne font jamais ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Tout ça conduit à des prises de position qui sont extrêmement difficiles à... Si je dis ça, c'est parce que dans la correspondance entre Stefan Zweig et Romain Rolland, c'est Stefan Zweig qui explique là, qui dit pourquoi Hitler a été élu en 1933, c'est parce que les socialistes ont voulu montrer qu'ils étaient capables d'être capitalistes. Alors, en fait, bon, il y a toutes ces tensions qui traversent cette époque, aucun rapport avec l'époque actuelle. Mais après, la prise de position, elle est extrêmement difficile. Entre ceux qui s'engagent surtout contre le fascisme, surtout contre le nazisme, et ceux qui vont s'engager surtout contre le stalinisme, tous avec de très bonnes raisons. Et ce sont des gens qui souvent partagent les mêmes opinions. C'est-à-dire qu'ils sont, on va dire pour être simple, humanistes, anticapitalistes, non marxistes. En gros, tous. Aucun pratiquement n'est marxiste, sauf peut-être Barbusse, c'est pas évident. Ils sont tous anticapitalistes, ils ont tous compris que l'argent qui domine tout, ça fout tout en l'air. Et en même temps, ils sont humanistes. Et ils vont prendre tous des positions différentes parce que, entre ce qu'ils ont en tête et la responsabilité qu'ils ont d'être dans les journaux porteurs de telle ou telle parole publique, il y a une tension très importante à gérer. Et on la voit très bien, par exemple, cette tension dans un livre qui fait partie de la sélection qui nous a été proposée par l'alimentation générale, voilà, c'est ça. C'est la correspondance entre Romain Rolland et Stefan Zweig, qui comporte 900 lettres échangées entre 1910 et 1940. C'est édité en 3 volumes chez Albin Michel. Et c'est une façon de regarder ce qui se passe dans ce siècle qui est extraordinaire, parce que Romain Rolland s'engage à partir d'un moment, j'irais presque un peu malgré lui, il est devenu le symbole même de l'engagement des écrivains. Et donc tout le monde attend de lui qu'il prenne des positions. Et Stefan Zweig, qui ne cesse de dire qu'il faudrait s'engager, choisit de ne pas faire parce que lui, il sent le poids de cette tension terrible qui va s'exercer sur lui s'il prend position d'une façon ou d'une autre. Et cette tension, Romain Rolland la vit complètement, parce qu'il faut savoir que la signature est devenue une signature médiatique. C'est-à-dire que quand il y a la signature de Romain Rolland en bas d'un texte, ça ne veut pas dire forcément qu'il l'a écrit. Ça veut dire que certains, je vais revenir tout à l'heure sur d'autres documents, mais
Ça veut dire que certains lui ont attribué la signature sur un texte et qu'une fois que c'est publié, il ne veut pas le désavouer. Le cas typique, c'est quand Gide va à Moscou, qui revient, parce que Gide fait partie des gens qui ont été extrêmement engagés aussi, il va à Moscou enthousiaste, il revient et il décide de publier les éléments critiques qu'il a vus sous le titre Retour de l'URSS. Un texte qui fait également partie de la sélection qui nous a été si judicieusement proposée par l'alimentation générale. Je n'ai aucun intérêt, on est bien d'accord. Et donc, non mais j'ai été vraiment impressionné par ce travail, c'est très important. Et en fait, Romain Rolland fait partie des gens qui considèrent que Gide n'aurait pas dû publier ce texte. Malraux aussi, Malraux intervient beaucoup pour essayer d'empêcher Gide de publier ce texte. Blum veut absolument qu'il soit publié, il a toutes les raisons évidemment de le souhaiter. Et en fait, Romain Rolland échange quelques lettres privées dans lesquelles il dit que c'est une erreur et puis que le livre n'est pas terrible, il n'est pas très intéressant, c'est quand même dommage, etc. Et ses copains, ils publient dans l'Humanité sous sa signature comme s'il avait voulu le publier publiquement. Et en plus, il donne un titre qui n'est pas de Romain Rolland. L'URSS en a vu bien d'autres, une lettre de Romain Rolland à propos du livre d'André Gide. Inutile de vous dire, c'est fini après, on ne va plus le voir à côté des communistes, mais vous voyez, ça veut dire aussi que la signature publique du manifeste, l'intervention dans les médias, c'est aussi quelque chose qui donne à la signature de l'écrivain et au texte de l'écrivain une autre signification. Parce que d'abord, quand un écrivain signe un texte collectif, ce n'est pas son texte seulement à lui, il engage sa signature comme individu dans un texte collectif, et aussi parce qu'à partir du moment où les textes sont dans les médias, eh bien, ils sont signés d'une certaine façon. Je me permets une petite anecdote personnelle, si vous m'autorisez. J'ai beaucoup discuté avec Régis Debray, parce que pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais lui et moi, on travaille sur des questions qui sont extrêmement proches, en fait. Bien sûr, il avait écrit bien avant moi, je suis arrivé après. Et il y a des points sur lesquels on est d'accord et on n'est pas d'accord. Et un jour, le Monde des débats, en fait, m'a demandé de participer à un débat sur l'œuvre de Régis Debray. En fait, c'était un de mes collègues, un autre collègue qui s'appelle Daniel Bougnou, qui m'avait demandé ça. J'ai écrit un texte dans lequel j'ai expliqué pourquoi j'étais d'accord avec la façon dont il posait certaines questions, mais j'étais pas d'accord avec certaines réponses. Ça fait partie de la vie intellectuelle, ça faisait partie du débat qui était souhaité. Et puis j'ai ouvert le Monde des débats et j'ai trouvé Yves Janin, professeur à la Sorbonne, sur titre intéressant déjà. Voilà. Médiologie, 2 points, bonne question, mauvaise réponse. J'avais jamais écrit ce titre. Aujourd'hui, j'ai pas encore réussi à rétablir des liens pacifiés avec Régis Debray, parce que évidemment, c'est très très difficile, même si je lui ai dit qu'il arrive à comprendre que c'était pas moi qui avais écrit ce texte. Donc il y a aussi ça dans la présence médiatique d'un écrivain, le fait qu'il intervient en tant qu'écrivain, mais que le régime de son texte n'est pas le même que celui de son écriture. Même si de plus en plus aujourd'hui, les éditeurs imposent aux écrivains de changer leur texte, de changer leur titre et de réaliser des choses de cet ordre. Alors oui, je voulais dire aussi que, bien entendu, tout ce que je viens d'évoquer donne matière à débat, à discussion. C'est-à-dire que ces années 30, 40, puis ensuite avec Sartre, ce sont des années dans lesquelles, précisément, il y a une réflexivité qui s'établit, qui se met en place, et que, au-delà de ce phénomène de l'engagement public des écrivains, de la constitution de ce que j'appelle la figure magistrale d'un écrivain qui aurait sur les épaules, d'une certaine façon, la responsabilité de l'histoire, il y a un débat sur est-ce que c'est normal, comment ça doit se passer. Et les 2 textes les plus célèbres, c'est le texte de Julien Binda, lui aussi figure dans la sélection de l'alimentation générale, La trahison des clercs, publié en 1936, qui lui défend l'idée que l'écrivain a trahi sa mission en se mêlant de la politique quotidienne et en prenant position soit pour le nationalisme, soit pour le communisme, en fait. C'est assez étrange parce que la trajectoire de Binda, c'est un peu l'inverse d'autres trajectoires, puisque lui, après la Deuxième Guerre mondiale, il va s'engager très très fortement aux côtés des communistes. Mais ce texte qui l'a rendu extrêmement célèbre est un texte, en fait, dans lequel il essaye de défendre l'idée que pour défendre des valeurs élevées, on ne doit pas s'embrigader
Et donc, bien entendu, il considère que des gens comme Barbus ou comme Romain Rolland, ou d'une autre façon, les nationalistes, comme par exemple Barrès, Maurras, etc., ont trahi leur fonction. Et symétriquement, et il y a une polémique très nette entre les deux, Paul Nizan, qui est un jeune écrivain extrêmement brillant, qui aurait sans doute connu une carrière comparable à celle de Sartre s'il n'avait pas été fusillé en 1940, en fait, hein, donc à l'âge de 35 ans. Hein, voilà. En fait, Paul Nizan, lui, il publie Les Chiens de garde, et en fait, il considère au contraire que les philosophes qui réfléchissent sur les grandes valeurs universelles, ils trahissent la mission de la philosophie, qui est de s'occuper des activités courantes, des activités quotidiennes. Une idée que Sartre va reprendre ensuite, que l'écrivain doit être engagé non seulement dans les idées, mais dans la vie quotidienne et dans les situations vécues par les gens. Alors voilà, il me reste à peu près 5 minutes si je ne me suis pas trompé. Christian, tu vas me corriger peut-être ? Oui, pour dire que je ne vous parle pas du tout de tout un autre aspect qui est la façon dans leur création artistique même, certains écrivains vont s'engager, mais non pas par la prise de position publique, mais en utilisant les formes publiques de la création fictionnelle. Et donc là, c'est le théâtre du peuple, écrit par Romain Rolland et mis en place par Firmin Gémier. Firmin Gémier, c'est le créateur du Théâtre national populaire. Ce n'est pas Jean Vilar qui a créé le Théâtre national populaire en 1951, c'est Firmin Gémier en 1925, mais Vilar était un héritier. Et là encore, un texte très judicieusement choisi, c'est L'achat du cuivre de Bertolt Brecht, puisque le dramaturge allemand Bertolt Brecht sera certainement celui qui ira le plus loin dans le fait d'essayer d'imaginer une création fictionnelle au théâtre qui serait en elle-même une intervention publique en tant que création littéraire et en tant que spectacle théâtral. Alors, il me reste donc très rapidement à dire que, bien entendu, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, non seulement, bien sûr, l'histoire des intellectuels va continuer avec des figures majeures comme Jean-Paul Sartre et Michel Foucault, mais surtout, ces auteurs vont réfléchir beaucoup sur ce qui a pu se passer et vont construire à partir de là des positions sur ce qu'est l'engagement des écrivains. Alors, je le mentionne seulement pour ne pas dépasser mon temps. Donc, en disant que Jean-Paul Sartre, en créant les temps modernes, qui sont également dans la sélection ici adoptée. Il n'y a eu, je précise, je n'ai aucun intérêt, mais il n'y a eu non plus aucun échange entre les libraires et moi. Ils ont fait cette recherche seuls. Et elle est passionnante. D'ailleurs, il y a des trucs que je ne connais pas et donc sur lesquels je vais me jeter. Voilà. En faisant la théorie de l'écriture comme engagement, Sartre va essayer justement d'approfondir cette idée que l'écrivain pourrait non pas se situer simplement au niveau des idées générales universelles et exercer une sorte de magistère moral, mais essayer de comprendre la situation historique dans ce cas-là de singulier. Alors, ça correspond à son existentialisme, en fait, et essayer de définir à partir de là un rôle particulier de l'écrivain en tant qu'écrivain pour participer aux enjeux auxquels il est confronté en même temps que ses contemporains. Et quant à Michel Foucault, il va critiquer très sévèrement la position de Romain Rolland en disant que le rôle de l'écrivain n'est pas de vouloir être ce qu'il appelle un intellectuel universel, c'est-à-dire celui qui donne des leçons aux autres en mettant en avant certains principes moraux. Et il dit qu'il faut être un intellectuel spécifique, c'est-à-dire de travailler de façon technique sur certains problèmes techniques. Alors, je n'ai pas le temps de discuter des avantages et des inconvénients et de l'un et de l'autre, mais je voudrais finir sur une dernière figure, dans les 3 minutes qui me restent, en fait, celle de Hannah Arendt, philosophe allemande, qui, en fait, si je voulais résumer la position d'Hannah Arendt, c'est de dire que sur la base de ce qui a pu être fait par les écrivains dans la première moitié du siècle pour essayer de se poser des problèmes de conscience vis-à-vis de l'histoire, en fait, c'est notre rôle à chacun d'être un intellectuel. En fait, ce que pense Hannah Arendt, c'est que la seule façon de résister, en fait, à l'atrocité,
c'est de résister à l'habitude que nous donne la consommation d'être indifférent à tout, de se foutre de tout, de ne penser à nos intérêts personnels et à nos petits amusements, et de garder la capacité d'une pensée critique et d'une réflexion critique. Et donc pour elle, le fort intérieur, la responsabilité intérieure, la capacité pour chacun d'entre nous de rester capable de penser et de développer une pensée critique, c'est un devoir de démocratie, c'est-à-dire que c'est une trahison de ne pas penser. Et elle va le démontrer au procès de Eichmann, parce que Eichmann, c'est un des grands tortionnaires nazis, donc elle va assister au procès de Eichmann qui avait été capturé par le commando juif qui essayait de récupérer et de juger tous les responsables de la Shoah. Elle assiste au procès et elle dit « mais il faut pas dire que ce type est un monstre, c'est juste un type nul. C'est une espèce d'imbécile qui n'a jamais été capable de penser à rien, qui ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait et qui n'arrêtait pas de dire qu'il faisait qu'exécuter les ordres. » Et elle dit en fait, alors ça a souvent été mal compris, hein, le sous-titre c'est un rapport sur la banalité du mal, Eichmann à Jérusalem, ça fait partie aussi de la sélection, bien entendu, et les œuvres d'Hannah Arendt qui sont absolument passionnantes. Mais en fait, ça a été mal compris, y compris par la communauté juive, en disant « mais enfin, vous êtes en train d'excuser les tortionnaires nazis ». Mais pas du tout. Elle dit « pas du tout, j'excuse pas, j'accable ». Parce que le devoir de continuer à penser, à exercer son esprit critique, de ne pas accepter de faire n'importe quoi sous prétexte qu'on obéit à des ordres, c'est la seule condition pour que finalement la société puisse continuer. Et donc, au fond, Eichmann, c'est cet abruti, incapable même d'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait, d'une médiocrité intellectuelle effrayante, qui ne comprend même pas les questions qu'on lui pose, il ne fait pas semblant, il ne les comprend pas. C'est l'incarnation de celui qui se soustrait au devoir de l'homme, qui est de penser par lui-même. « 59 minutes. Hein. Donc, le jeu des questions et des réponses, si vous en êtes d'accord, je vous invite à pratiquer comme je vous l'ai invité, c'est-à-dire questions courtes et réponses courtes, de manière à diversifier au maximum. Bien sûr, moi, j'ai une priorité particulière. Je profite de ce micro pour ne pas le lâcher. Oui, merci pour votre exposé. En introduction, vous disiez que vous vouliez faire un parallèle avec aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez développer davantage ce parallèle? Alors, en fait, le parallèle, pour moi, ça tiendrait sur 2 points. Sur le fait de dire qu'on ne peut pas comparer terme à terme ce qui s'est passé à cette époque et ce qui se passe aujourd'hui, mais que si on analyse bien tout ce qui vient de se passer, on voit qu'une certaine économie médiatique, une certaine organisation des médias, et aussi la façon dont les uns et les autres utilisent les médias, donc y compris aujourd'hui, par exemple, le marketing marchand et la communication terroriste, pèsent sur les conditions dans lesquelles les écrivains et les intellectuels plus généralement peuvent s'exprimer. Mais que, bien entendu, il faut tenir compte du fait que les rôles ont beaucoup changé, qu'aujourd'hui, un écrivain, ça ne représente plus grand-chose dans les médias. D'ailleurs, il n'y a pratiquement plus d'écrivains dans le monde politique. On ne demande pas aux littéraires de participer à des gouvernements. On a une éditrice, hein, mais c'est quand même très rare. Et donc, les conditions de ce point de vue-là changent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire que j'ai racontée fait qu'on a vu la noblesse des prises de position, mais aussi le risque de ces prises de position, et qu'on est dans une période de reflux. Et les gens, ils ont surtout peur de se tromper. On a beaucoup accusé les gens de s'être trompés, et donc c'est quand même beaucoup plus confortable aujourd'hui pour un écrivain de ne pas trop intervenir pour ne pas courir le risque qui a été couru par ces auteurs-là. Il y aurait plein d'autres trucs à dire. Hein. Juste un point, Eichmann n'était pas un tortionnaire, c'était un problème, c'était un bureaucrate. Oui, oui. Et donc c'est pire. Oui, bien sûr. C'est bien. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Sur le fond, on est d'accord. Voilà. Hein, mais grâce à son activité de bureaucrate, l'horreur s'est produite.
Bien sûr, oui. C'est exactement ça. Hein. C'est ce que dit Hannah Arendt. Oui, exactement. Donc, absolument. Ouais. Non, la question que je voudrais parler sur l'engagement et sur la période d'aujourd'hui. Vous avez parlé de la première partie du XXe siècle. On a quand même des mouvements qui sont le surréalisme, qui sont Dada. Oui. On a un certain nombre de mouvements. Vous avez parlé de Romain Rolland, vous avez parlé des communistes. Vous avez peut-être omis, enfin pas omis, mais Panaïté Strati qui en 1928 dénonce le communisme, qui ne sera vraiment dénoncé qu'en 70 avec Montand, qui n'est même pas un écrivain. Et tous ces gens-là, Gide, et notamment Romain Rolland, lui tournent le dos, et jusqu'au fait qu'il va mourir tout seul, retourner en Roumanie. Et on a derrière ça, arrive derrière ce mouvement, je dirais, humaniste, arrive une montée des écrivains de droite, qui arrivent avec des Maurras, avec des Morand, et après on connaît l'histoire derrière. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe, c'est la question, on a un certain nombre d'intellectuels qui ont, je ne sais pas si le mot est vraiment utile, enfin pas utile, mais c'est le moment, qui ont viré à droite. On a aujourd'hui, et c'est en ça que je trouve que les deux périodes sont comparables. Je pense que ça ne demande pas forcément une réponse, tout ce que vous dites là qui est juste, mais plutôt, si je profite du truc quand vous dites vous avez oublié, en fait, les surréalistes, en fait, j'avais une heure, et en fait, l'aventure surréaliste, c'est hyper intéressant, parce que les surréalistes, après la guerre, enfin, ils partagent beaucoup des valeurs que je viens d'évoquer. Ils sont dans une révolte extrême. Il y a eu le mouvement Dada qui était extrêmement violent derrière la guerre. Ils sont très fortement anticapitalistes. Ils s'engagent très fortement. Mais ils pensent qu'on peut conjuguer, en fait, on peut concilier, en fait, une créativité et, disons, une révolution poétique et personnelle dans la façon de vivre avec une révolution politique. Et ils vont aller très loin, ils iront très loin dans la partie... Ils s'inscrivent au Parti communiste, ce qu'a jamais fait Romain Rolland, par exemple, et ils participent aux réunions avec les communistes. Mais à un moment, ils se rendent compte que les communistes préfèrent une littérature plus académique, plus traditionnelle, et à ce moment-là, il y a une rupture qui s'établit. Alors, Istrati, c'est tout à fait juste, sauf que c'est Romain Rolland qui l'a sorti en premier. Mais il y a un moment où justement, avant Gide, Istrati raconte un certain nombre de trucs, et vous avez raison, beaucoup plus fortement en fait. Et Romain Rolland fait partie de ceux qui pensent qu'il faut quand même défendre. Et donc, il pense en gros qu'il a raison, mais qu'il ne faut pas le dire. En gros. D'une certaine façon, par le poids de cette parole publique. J'ai essayé d'être court, mais la question était compliquée. Et en même temps, et très importante. Oui. Alors, moi je dirais que la différence quand même, c'est que les grands penseurs de droite qui existaient déjà, qui étaient déjà très forts avant la guerre de 14, ils correspondent à une posture idéologique. Et les penseurs de droite aujourd'hui, c'est juste du marketing éditorial et médiatique. Je trouve, en fait. Parce que quand on lit ce qu'ils écrivent, il n'y a pas grand-chose dedans quand même. Alors que Maurras, Barrès et les autres, ils écrivaient des choses, et y compris d'ailleurs ceux qui ont basculé dans la collaboration, ils avaient écrit des œuvres qui étaient parfois des œuvres très, très fortes. En tout cas, Céline, par exemple. Voilà, exactement, Céline Morand. Là, je crois que c'est des opérations extrêmement juteuses. Il y en a aussi à l'extrême gauche, d'ailleurs, hein, et qui, je ne cite personne, hein, mais qui... Voilà, c'est... Donc là, c'est un peu caricatural, hein, mais bon. Il y a deux éléments. D'abord, le premier, c'est en gare de Luc, de Cré et de Die, j'ai rencontré des journalistes qui ont rendu leur carte. Beaucoup actuellement, parce que bon, ils dénoncent le système. Ils dénoncent le système du fait qu'on leur demande de faire des articles en fonction des gens qui ont des campagnes de pub. Oui. Donc ça. Par contre, par exemple, l'Internet permet de protéger ces textes. J'ai un ami dont les textes allaient être publiés dans des revues littéraires chinoises, qui a publié les originaux en amont pour que les Chinois puissent se référer au texte original, éventuellement les lettrés. Donc il y a le double côté, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Maintenant, ma question réelle, elle va être... donc je vois les parallèles avec l'exposé que vous avez fait. Et ma question va être, maintenant, est-ce qu'on demande vraiment à un auteur actuellement de donner une prise de conscience, de dénoncer des choses, ou plutôt on est à un tel point
d'émiettement de la réflexion de l'humain avec l'individualisme, qu'on ne demanderait pas, comme disait René Char, résister, c'est se redécouvrir soi-même, et là qu'on ne leur demande pas d'essayer de nous montrer un chemin pour se redécouvrir soi-même, et éventuellement derrière redécouvrir un nous, un quelque chose de collectif, ou comme le poète palestinien Mahmoud Darwish le dit, redonner un imaginaire, parce que l'imaginaire qui était avant quelque chose qui galopait naturellement, qui levait la poussière de nos chemins, comme il dirait, elle ne le fait plus. On délègue notre imaginaire à la télé, etc. Donc est-ce que on en est... Est-ce que voilà, on n'est pas au côté là, fini avec les dénonciations et les prises de conscience, mais plutôt on pose des débuts, des commencements, on essaye de retravailler collectivement quelque chose à travers l'écrit. Alors, il y avait deux grandes questions, et la première, c'est-à-dire sur les évolutions de l'économie politique du journalisme aujourd'hui. Ma proposition, c'est revenir à Luc une fois pour parler que de ça pendant 1 heure, parce que c'est extrêmement important. En fait, aujourd'hui, il y a une dépublicitarisation, c'est-à-dire que les acteurs économiques utilisent toujours la publicité, mais ils utilisent de plus en plus les moyens culturels, journalistiques, pour faire passer leur discours sans qu'ils soient reconnus comme un discours publicitaire, et en fait qui prennent au fond la légitimité du discours journalistique ou culturel, et ça demanderait un long développement. La deuxième question est effectivement la question de la subjectivité est absolument cruciale, c'est-à-dire que la capacité de ne pas sombrer dans l'indifférence vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous repose sur notre capacité à reconnaître notre propre expérience et à la construire. Donc c'est certainement un rôle fondamental de la littérature et de toutes les pratiques culturelles et de ce qui se passe ici, et de toutes ces choses-là, de permettre aux gens de trouver les moyens de dire je, de dire non, de dire oui. Mais ça rejoint un peu la question posée par Hannah Arendt. À travers ce que j'ai vu, entendu, il me paraît assez clair pour moi, en tous les cas, peut-être pas pour toi et pour les personnes présentes, mais c'est qu'il y a des événements importants. On prend Zola, c'est J'accuse, et on prend tout ce qui va suivre après, c'est la naissance d'une idéologie, une sorte de partage, une ligne de partage entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Pour toi, quel est le dernier événement dans le XXe siècle où on sent le poids des intellectuels, où on sent qu'il y a une... par exemple, je pensais en tête, est-ce que Sarajevo, par exemple, c'est une date importante ou pas, ou s'il y a autre chose? À quel moment, je dirais, pour peut-être préciser, à quel moment les intellectuels, je dirais, disparaissent, et que la parole des intellectuels, qui paraissait une parole puissante, en fin de compte, se dissout ou ne représente plus la valeur qu'elle avait? Alors, il y a plusieurs questions en fait. La dernière fois que le poids des intellectuels se manifeste, je pense qu'il y a des intellectuels qui se manifestent encore. Ils sont assez nombreux. J'ai parlé de Régis Debray tout à l'heure. Il y en a un certain nombre qui prennent leurs responsabilités. Est-ce que ça a vraiment du poids? Aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes relais. Il n'y a pas surtout la même confiance dans le fait que certaines personnes pourraient avoir une autorité en fonction de leur culture ou de leur œuvre, parce qu'on est dans un régime, je suis désolé, je change peut-être de sujet, mais je crois que c'est au cœur du truc, de méfiance systématique vis-à-vis de tous ceux qui ont une œuvre, une culture, des diplômes ou quoi que ce soit. Et donc, cette idée comme ça d'un poids de quelqu'un au nom du fait qu'il a pensé, qu'il a travaillé, c'est extrêmement difficile. C'est très mal vu d'avoir travaillé aujourd'hui, je pense. Alors, mais il y en a toujours. Moi, je dirais Christine Angot face à François Fillon, c'était fort quand même, pour moi. Alors, mais il y en a qui ne l'ont pas supporté. Mais elle lui a quand même dit, mais vous vous rendez compte ce que vous faites? Donc je pense que c'est tout le temps qu'il y en a qui le font, mais ça a plus ou moins d'impact, c'est plus ou moins pris. Juste pour préciser un petit peu, c'est l'idée que tu développais à travers les cahiers, je dirais
un groupe qui se forme et qui devient une sorte de... Voilà, enfin, dans la diversité de ce groupe, il y a effectivement une puissance qui s'affirme. Oui, et non pas la parole individuelle, c'est ça que je veux dire. Il y a des collectifs qui s'organisent sur Internet, qui ne sont pas forcément des intellectuels au sens institutionnel du terme, mais qui défendent le droit d'analyser et de prendre position. Et il y a de très nombreuses initiatives de ce type. Après, on qualifie d'intellectuels des gens qui me semblent partager peu de choses avec ceux dont on a parlé ici. Je reprends le micro. Est-ce que le dernier événement, c'est pas l'attentat de Charlie Hebdo qui a eu... évidemment, les journalistes de Charlie Hebdo sont peut-être pas considérés comme des intellectuels, mais ça a quand même eu des conséquences parce que, par exemple, le film Tombouctou, il n'a pas pu être projeté là où il voulait être projeté. Enfin, il y a une espèce d'autocensure qui s'est développée et qu'on ressent. Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression que je ne peux pas développer toutes mes idées sur la place publique parce que je risquerais d'être épinglé, quoi, en fait, dans un sens ou dans un autre. Enfin, là, tout à l'heure, on entendait le clivage droite-gauche. Moi, il ne m'intéresse pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les gens de droite représentent le mal et les gens de gauche le bien, etc. Enfin, c'est transversal complètement. Et c'est même pas, pour moi, pertinent, en fait, que... Ce qui compte, c'est effectivement de pouvoir développer une pensée personnelle, non influencée, et c'est assez difficile aujourd'hui, je trouve. Et on a l'impression qu'il y a une espèce d'autocensure qui se répand. Alors, je ne peux pas répondre sur tout, mais je trouve l'exemple de Charlie Hebdo très intéressant. Et du coup, je suis en train de me dire que dans une discussion comme celle qu'on a ici, on a tendance à... à donner des réponses rapides. J'ai donné des réponses rapides. On voit qu'il y a beaucoup de contradictions dans notre société. Et je suis entièrement d'accord. Le choc de Charlie Hebdo montre que la figure de l'intellectuel, en tout cas du rôle du créateur, en fait, reste très forte chez nous. Parce que d'abord, c'est celle-là que les terroristes ont cherché à atteindre. Et c'est aussi... une part de ce qui a créé justement la force de ce mouvement. Parce qu'en fait, ce n'est pas le nombre des personnes tuées qui étaient en cause, c'est leur identité et la conscience très forte que les gens avaient qu'il y avait quelque chose de très important à défendre dans le fait que ces gens-là soient attaqués, en fait. Donc, en même temps qu'il y a une remise en cause de toutes les autorités intellectuelles, il y a encore aussi... quelque chose, enfin il y a beaucoup de contradictions dans une société. Et je suis d'accord pour dire que ça peut se rattacher à cette histoire que j'ai évoquée. C'est en fonction de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont représenté, de la responsabilité qu'ils ont eue dans l'espace médiatique, avec le style qui est le leur, dans le moment qui a été le leur, avec l'art qui est le leur de la caricature de presse. C'est en ce nom-là qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est constitué autour de ça, et c'est à cause de ça qu'ils ont été visés, parce qu'ils représentent aussi des autorités. Donc ça, je trouve que vous avez raison. Après, je suis Charlie, tout le monde qui est Charlie, tous les chefs d'État qui défilent en même temps, là, ça se dilue d'une façon qui a dû les faire se retourner dans leur tombe quand même. Donc, mais ça, en fait, c'est vrai aussi que dans les années 30, je l'ai montré, l'initiative des écrivains, elle n'était pas non plus suivie toujours de quelque chose qui correspondait à ce qu'ils auraient voulu. Donc ce retournement qui s'est fait autour de Charlie Hebdo, devenu une espèce de symbole du consensus universel, alors que vraiment c'était ce qu'ils haïssaient le plus, quoi. En fait, c'est pas non plus sans précédent dans l'histoire quand finalement on voit que cette parole des intellectuels dès les années 30, elle est aussi... soumise à des régimes de circulation très décevants, en fait. Ça prouve qu'il y a bien un enjeu derrière tout ça. Qu'il y a de l'autorité intellectuelle. De l'autorité, hein. C'est-à-dire l'autorité, c'est ce qui s'exerce quand il n'y a pas d'autoritarisme. C'est quand on n'impose pas les choses. En rebondissant là sur l'intervention de monsieur, est-ce qu'il n'y a pas du coup un changement entre les deux périodes, avec d'un côté des intellectuels qui se saisissent d'une actualité pour étayer ou mettre en valeur une réflexion, et là, du coup, maintenant, plutôt des intellectuels qui courent après l'actualité et avec pas le même niveau de réflexion.
C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas la même envergure entre un Bernard-Henri Lévy là, qui court à gauche, à droite, et voilà, qui a une volonté médiatique forte, les nouveaux intellectuels, et puis derrière, des gens qui étaient les tenants d'une pensée posée. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre... Il y a un cadre dans lequel la médiatisation est possible. Les circuits de la médiatisation ne sont pas les mêmes, en fait. Et donc, vous avez tout à fait raison. On a affaire à des phénomènes qui sont extrêmement différents, en fait. C'est un peu banal, ce que je vous dis. Hein. Mais je voudrais vous dire une chose, quand même. C'est que si on parle de l'actualité, il faut surtout pas sous-estimer par rapport à tout ce qu'on vient de dire le fait d'un régime actuel de la vérité dans lequel c'est le nombre et le nombre des gens sans qualité qui dit le vrai. C'est-à-dire les statistiques, le nombre le plus important de gens, les sondages, ceux qui circulent le plus sur Internet, ce que les algorithmes font remonter parce que tout le monde le pense, et aussi la capacité que donne l'Internet à des gens très différents de créer des tas de lieux de parole différents, beaucoup d'identités et de signatures différentes, mais en répétant tous toujours la même chose. Et donc ce régime de la doxa généralisée, où la seule autorité intellectuelle c'est de penser avec le plus grand nombre, ça fait partie du contexte dans lequel se posent aujourd'hui les conditions d'intervention des uns et des autres. En contradiction avec cette force quand même aussi, qu'on voit sur l'exemple de Charlie Hebdo, de ceux qui peuvent encore attirer un mouvement très fort. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je vais essayer. Des choses comme Twitter, vous en parlez effectivement. On considère que plus quelqu'un dit quelque chose, ou plus de monde dit quelque chose, plus c'est vrai, ou plus c'est acceptable, ou je ne sais pas quoi, que c'est une connerie énorme. Je me demande si, puisque tout ça c'est très neuf, et les gens n'ont pas eu la possibilité de dire à 36 millions de personnes en même temps ce qu'ils pensaient ce matin-là, ils n'ont pas de formation pour ça. Ils n'ont pas été préparés pour ça. Or, maintenant, je pense que ce qui est important, c'est que dans les écoles primaires, et j'en sais un tout petit peu parce que ma fille a travaillé là-dessus, c'est de préparer les enfants à utiliser ces médias d'une manière posée, réfléchie, intelligente, au lieu de juste dire « c'est moi pour aujourd'hui ». Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a tout un mouvement pour la culture de l'information, la culture critique de l'information. Il y a beaucoup d'expériences, en fait, qui sont menées dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Et je partage, mais alors 100% votre avis, et on est très nombreux dans ma discipline à travailler là-dessus. Il y a des tas de gens qui font des expérimentations. Moi, je ne veux pas avoir l'air non plus trop amer ou pessimiste, mais ça ne va pas dans ce sens-là. Hein. Aujourd'hui, les politiques, c'est câbler un maximum, mettre le maximum de matériel, ne nommer que des informaticiens. Je respecte beaucoup les informaticiens, mais l'analyse critique des médias, c'est pas de l'informatique, c'est de l'analyse critique des médias. Et c'est très compliqué à mettre en place. Mais vous avez absolument raison. Ce sont des médias qui ne sont pas plus faciles à utiliser, mais plus difficiles à utiliser. Parce qu'ils reportent... C'est marrant parce qu'on en vient à mes recherches récentes. C'est assez amusant, en fait. Hein. C'est ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières années avec mes étudiants. Parce qu'ils reportent du côté du récepteur toutes les charges d'analyse critique, de qualification des textes. En fait, c'est un fatras énorme. C'est-à-dire, il y a plein de richesses, mais le principe de développement de l'informatique de réseau n'a pas été de qualifier les textes, d'établir une relation critique, de multiplier les moyens de ressources critiques, de distinguer les auteurs, mais de tout mettre ensemble et de permettre la circulation optimale, la customisation, c'est-à-dire l'adaptation aux désirs immédiats de chacun, et surtout les intérêts des acteurs marchands. Il ne faut pas oublier que c'est une industrie qui coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher que la télévision, et que vous ne payez jamais, parce qu'en fait, on vend tout ce que vous faites
à des acteurs marchands. Donc, le principe d'optimisation de l'informatique en réseau, c'est de faire circuler les traces pour pouvoir les vendre aux acteurs marchands. Donc rien n'est organisé en fait pour qu'il y ait quelque chose qui ressemblerait à une bibliothèque ou à un travail critique ou une qualification des textes. Ça veut dire que la charge est aux enseignants, aux personnes, à chaque personne, dans les familles, pourra réaliser ce travail critique. C'est bien sûr. Mais en même temps, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les styles dans lesquels se développent les médias ne sont pas neutres. Vous avez vu, J'accuse, et au-dessus de la mêlée, c'est des pavés. C'est-à-dire qu'on est dans un régime du journal qui est déjà un régime de médias de masse, déjà régi par un système industriel et marchand, mais où la matière première qui se vend, c'est du texte et des gros pavés. C'est-à-dire que les gens, ils veulent du texte, ils achètent du texte. Bon, dans les médias audiovisuels, le phénomène a été différent. Ce qui se vend aujourd'hui, c'est du contact. Donc, les deux principes de communication qui sont systématiquement privilégiés dans l'économie actuelle des médias, c'est se montrer et être en contact. Ce qu'on appelle, nous, la fonction fatigue, être en contact, et la fonction dramaturgique, se rendre visible. Et en fait, les outils, ils vont dans ce sens. Donc, après, quand vous allez voir les jeunes, quand vous allez voir même les étudiants, et que vous leur proposez de travailler de façon critique, ils résistent, parce qu'ils vont vers ces médias pour avoir du contact et se montrer. C'est-à-dire que, en fait, les médias ne sont pas neutres. En fonction de la façon dont ils sont organisés, ils privilégient une certaine conception de la communication par rapport à une autre. Et aujourd'hui, c'est visibilité-contact. Et donc, dans le visibilité-contact, on ne discute pas. On ne fait pas ce qu'on fait ici, c'est chiant. Ça demande du temps. On s'engueule, on n'est pas d'accord. Donc, on va utiliser soit des formes extrêmement subjectivées jusqu'à l'obscénité, jusqu'à comment on appelle ça, l'exhibitionnisme, soit des formes hyper ironiques de tendance sadique, se moquer, développer de l'agressivité, parce que c'est ça qui fabrique de la visibilité et du contact. Ce qu'on appelait l'espace public, c'est-à-dire les médias comme lieu de discussion sur les opinions, d'analyse de l'actualité, de réaction, il faut quand même bien prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui domine dans les médias. En même temps, l'Internet permet d'organiser des résistances, a permis de fédérer la réaction, par exemple, à l'attentat de Charlie, a permis dans certains espaces politiques de permettre de créer des choses. En fait, l'outil permet de faire énormément de choses, mais actuellement, il ne fonctionne pas dans cette logique-là principalement. Deux choses qui me viennent par rapport à ce que tu disais et ce que tu nous as montré, c'est une pensée en action, et qu'aujourd'hui, on est quand même, de mon point de vue, en tous les cas, dans une société de l'émotion. C'est-à-dire que l'image va... Par exemple, une image qui reste et qui a été souvent porteuse, c'est cet enfant émigré sur une plage italienne. C'est-à-dire d'un seul coup, il y a une forte de focalisation sur une image, sur une douleur, quelque chose qu'on rapporte à soi. Et ce qui me paraît manquer, c'est en fin de compte la mise en perspective. Pourquoi cet enfant sur cette plage? Pourquoi cette situation? Pourquoi la mort? Et qu'on s'arrête simplement à cette image-là, et j'allais un peu loin peut-être dans une pensée qui était de penser que des gens du Front National, votant Front National, pouvaient être tout à fait émus par l'image de cet enfant. Parce qu'en fin de compte, ça les ramène à leur propre émotion. Mais qu'en fin de compte, cette perspective, je dirais, de l'histoire, telle que tu l'as définie, c'est-à-dire quelque chose qui, au-delà de ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait penser? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, de ton point de vue, de par les médias, je pensais également à la presse, à la vitesse de la presse, c'est-à-dire aux chaînes télévisuelles, qui envoient l'information en temps continu, font que les gens sont complètement noyés, et que l'image a du mal à se fixer. En fin de compte, elle est toujours rabattue et je dirais recouverte par une autre image. Alors, c'est quand même une histoire ancienne. C'est-à-dire que le recours à l'émotion, au sensationnel, fait partie du monde de la culture et du monde des médias. Pour nuancer un peu ce que tu dis quand même, dès que c'est mis en place ce qu'on appelle le double régime de la presse, enfin, ça c'est vraiment crucial, dans les années 1850, le double régime. C'est-à-dire, au lieu de vendre le journal relativement cher à des gens qui s'abonnent, et de faire tourner le journal qui coûte cher, en fait, avec des abonnements, en faisant payer
le journal par le lecteur, on va vendre le lecteur aux annonceurs à partir de 1850. Et là, ça devient plus important qu'avant d'avoir des masses de personnes. Parce que un journal qui fonctionne par abonnement au début du 19e siècle, avec 1200, 1500, 2000 abonnés, s'il est un peu cher, il trouve son équilibre et il fonctionne très bien en tant que structure industrielle. À partir de la deuxième moitié du 20e, on veut baisser le prix du journal, mais avoir énormément de gens pour pouvoir vendre des collectifs immenses aux gens qui veulent mettre de la publicité. À l'époque, on appelle ça de la réclame. Et là, il faut des centaines de milliers de personnes pour que les gens y payent cher. Et aujourd'hui, c'est des sommes encore bien plus considérables. Google fait la même chose, mais en garantissant une visibilité pour des gens très importants. Dès qu'on veut de la visibilité, il faut attirer l'attention. Et dès qu'on veut attirer l'attention, il faut jouer sur le choc, en fait. Et le petit journal, par exemple, à la fin du 19e, fait ses unes sur le sensationnel déjà. Alors c'est sûr que ça s'est vraiment amplifié. Et qu'aujourd'hui, où il y a une concurrence sauvage entre les chaînes télévisuelles, il y a vraiment une recherche. Disons que le phénomène du sensationnel qui était dans les séries, dans les jeux, s'est amplifié avec les formes plus ou moins perverses de la télé-réalité pour attirer davantage encore. En fait. Moi, j'ai participé à une expérience sur la télé-réalité, des limites qu'on peut atteindre dans la recherche des formes les plus violentes, mais il gagne aussi le JT. Parce que, en fait, les gens, le JT, il capte une audience qui va ensuite ramener des publicités et qui va attirer aussi vers les productions de fiction qui peuvent suivre. Et donc, le JT devient un produit d'appel et il est entièrement phagocyté par le travail sur le sensationnel. Le fonctionnement de l'Internet, c'est un peu différent. Le fonctionnement de l'Internet, c'est l'utilisation du moteur de recherche pour obliger les gens qui ont fait quelque chose à refaire toujours la même chose et à faire pareil que les autres. C'est-à-dire que l'algorithme de Google, c'est une machine à te faire reproduire tout le temps ce que tu as déjà fait et à faire la même chose que les autres. Donc là, il y a une façon de drainer le public qui repose moins sur le sensationnel. Alors, il y a du sensationnel sur l'Internet que sur le traitement systématique de la trace et la fabrication d'un individu totalement normalisé. Sans nostalgie pour l'ORTF, la différence entre ce que vous nous avez montré maintenant, c'est qu'avant, il y avait des médias qui s'adressaient à la masse, et la masse était captée, et il n'y avait pas d'émiettement de la pensée. Là, on se retrouve face à un mass média qui est ouvert à tout le monde, mais si on fait le tour d'horizon ici dans la salle, tout le monde a regardé quelque chose de différent, donc du coup, on ne peut pas parler collectivement, à un moment donné, on peut même passer complètement à côté d'une actualité, parce que tout simplement, on n'était pas orienté au niveau de ce qu'on a consulté sur telle ou telle chose. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté pour retrouver une pensée collective, pour retrouver quelque chose où on puisse construire une pensée collective avec de la contradiction nourrissante, avec des débats, avec du Dreyfus, anti-Dreyfus, avec des choses comme ça, alors qu'on a complètement esselé la personne devant la pensée. Je suis en partie d'accord avec vous. Enfin, je suis en train de me dire que j'occupe une position bien particulière ici à répondre à toutes ces questions comme si j'en savais quelque chose. J'ai essayé de faire... Non, c'est sincère ce que je vous dis. Hein. Je peux pas dire que je tremble, mais je me dis quand même, qu'est-ce qui va me poser le prochain? Parce que finalement, vous vous rendez compte quand même, pourquoi est-ce que moi je serais capable de répondre à ces questions-là? C'est quand même énorme. Je dirais que je suis d'accord avec vous complètement sur cette idée de la différence entre une ORTF et une segmentation. Elle est très importante. En même temps, c'est la tension entre la diversité des offres culturelles et puis le contrôle en fait d'un média par un État en fait. Bon, les citoyens ou les consommateurs, ils ont choisi d'avoir plutôt la diversité que le service public, on pourrait dire ça, d'une certaine façon. Ça renvoie aussi à l'attention consommateur-citoyen. Par contre, la diversité, enfin, c'est un petit peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais il n'y a pas beaucoup de diversité, en fait. Ils racontent quand même tous la même chose.
C'est-à-dire que, enfin, il y a eu une étude qui a été faite récemment, une très grosse étude par certains de mes collègues, j'y ai pas participé, sur la diversité de l'information sur Internet. J'évoquais un peu tout à l'heure, ils ont fait des analyses très précises, étudier ce qu'on trouve, faire des études quantitatives, analyser ce qui revient. Et en gros, la conclusion, c'est que, en fait, les discours dominants, ceux qu'on retrouve dans les grands médias, dans les grandes chaînes, et ce qu'on trouve sur Internet, c'est la même chose, et que les gens, ils sont tous très excités par créer chacun un blog différent, un truc différent, avoir chacun son Facebook, mais ils disent tous pareil. Alors après, pourquoi on ne débat pas ? Ça, c'est compliqué. C'est aussi peut-être parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment on peut agir. C'est-à-dire que la mise en concurrence générale de tous les systèmes sociaux fait que c'est très difficile de savoir quelle est la marge de décision que nous avons sur notre vie, notre culture et notre politique. Les gens, ils ont un peu le sentiment que de toute façon, on peut parler de n'importe quoi, on ne pourra rien faire. Il y a une sorte de sentiment d'incapacité d'agir qui, à mon avis, joue aussi dans cette absence de débat. Mais en fait, qu'est-ce que j'en sais, finalement? C'est vrai. Non, alors, en revanche, s'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question à ma place, je lui laisse volontiers. Hein. Il n'y a aucun souci. Pour rejoindre plusieurs choses qui ont été dites, il y a des recherches sur l'éducation et aux médias qui montrent que peu importe ce qu'on a à dire, l'important c'est dans quel sens on va donner toutes les informations. Et il y a vraiment des recherches intéressantes qui ont été faites et que j'ai pu voir, vérifier auprès d'enfants, c'est que selon l'ordre des choses que l'on montre, on ne voit pas la même chose. Bien sûr. Et donc, du coup, chacun est devant quelque chose qu'il doit avaler. Et l'éducation, pour répondre à votre question, je crois qu'une des pistes, c'est l'éducation. Et avec cet esprit critique qu'on peut donner aux enfants en leur montrant des séquences d'actualité et en inversant l'ordre des flashs, on ne voit pas la même chose. Voilà. Non, mais il y a tout un travail, bien sûr, là-dessus qui est... Non, mais c'est très juste. Mais de toute façon, il y a une grosse bataille. Je ne sais pas sur quel point vous répondre. Je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Il y a une grosse bataille autour de l'organisation même de l'espace et du temps de l'information. Les acteurs, ils savent très bien que c'est pas du tout indifférent. Qu'est-ce qui apparaît en premier? Le simple fait, par exemple, de faire disparaître tout ce qui est un peu ancien et de n'afficher que ce qui est le plus récent. En fait, alors c'est très simple en informatique parce que il suffit de s'indexer sur le temps réel de la machine et sans qu'il y ait aucune analyse, elle va automatiquement classer, puisqu'elle a un repère temporel sur tout ce qui est arrivé, donc ça demande l'intervention de personne, c'est facile à faire. Mais on pourrait par exemple faire disparaître ce qui est récent et montrer ce qui est ancien. Le fait de choisir ça, par exemple, c'est une hiérarchisation. Je voudrais juste dire un truc, c'est qu'il y a une question de désir dans l'éducation qui est importante parce qu'il y a aussi mes collègues qui travaillent sur l'éducation à l'information sont confrontés, vous avez raison, hein, il y a plein de projets, plein d'expériences, il y a un travail extraordinaire, ils sont confrontés à une résistance énorme en fait du public scolaire. Et même chez les étudiants, je pense à une enquête qui a été menée à l'université de Nice, quand on leur demande d'analyser, de prendre une distance des étudiants qui vont faire des études en information, de prendre des distances par rapport à la façon dont fonctionne l'algorithme de Google, essayer de réfléchir qu'est-ce que c'est la pertinence informationnelle. C'est le rôle des enseignants de faire ça. Ils ont la réponse, mais c'est pas la peine, puisque de toute façon, ça marche. Et à partir de là, ils n'écoutent plus rien. Plus rien. Parce que leur pratique et l'efficience de la machine fait obstacle et ils ont plus confiance dans l'efficience de la machine que dans le discours de leurs enseignants. Ça, c'est une réalité dont il faut quand même tenir compte. Et c'est étonnant, par exemple, ils ont conscience du fait que Facebook, ça remue du business, mais pas Google. Je pense que Google, c'est du savoir. Alors, ça évolue aussi, ça. C'est une enquête qui date de 3 ans. Je pense que maintenant, ça a peut-être changé un peu. Parce que bon, il ne faut pas sous-estimer, on n'a plus la capacité critique des gens. Enfin, je sais pas. Je donne des trucs, puis je me dis, à chaque fois, je pourrais dire le contraire quand même. Bon. Je peux revenir l'année prochaine et dire le contraire. Concernant le... Je ne sais plus bien comment vous l'avez formulé tout à l'heure. Pour moi, ça se rapproche de ces fameux manifestes
qu'écrivaient oui. des écrivains avec beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité. Oui. Alors, je mets en parallèle, avec beaucoup d'appréhension, les pétitions, le phénomène des pétitions, parce que je trouve que c'est un phénomène énorme qui est en train de se produire. Et j'ai envie de faire le parallèle avec donc ces fameux manifestes, parce que bon, j'ai pris la peine d'en lire un certain nombre, et je trouve qu'il y en a certaines qui sont extrêmement bien écrites, fouillées. Et, bon, c'est pas le cas de toutes, mais voilà, quelle place vous donnez aux pétitions par rapport à la question que vous avez posée avant? Vous avez raison de souligner le parallèle entre le manifeste et la pétition, qui se développe aussi beaucoup, même si ça existait avant, à la fin du 19e et au début du 20e, en fait. Le manifeste étant une activité décidée par un groupe sur la base d'un travail préalable et d'une communauté déjà fortement construite, et la pétition plus liée à la situation conjoncturelle de l'actualité, en fait. Et donc là, on a parlé tout à l'heure des surréalistes. Enfin, les grands manifestes surréalistes, par exemple, c'est quelque chose de très très important. Le manifeste s'est développé surtout au départ dans un domaine esthétique. Manifeste symboliste, manifeste futuriste, des groupes, mais qui étaient en même temps politiques, mais qui étaient surtout des groupes artistiques. Et puis après, ça se développe beaucoup dans le contexte politique. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur des textes écrits en commun auxquels chacun ne peut pas totalement souscrire et qui, en même temps, reçoit des signatures individuelles, donc qui conjuguent une valeur individuelle, un engagement individuel avec un engagement collectif. Et c'est vrai qu'il y a une renaissance de la forme pétition dans l'Internet, sous des formes nouvelles parce que c'est instrumenté avec des dispositifs techniques et qui... j'ai l'impression que ça permet de fédérer des mouvements très fortement. J'ai pas l'impression que les acteurs du pouvoir, qui ne sont pas des acteurs politiques, mais les acteurs économiques aujourd'hui, tiennent beaucoup compte de ces pétitions. Mais bon, il faut... Et dans la pétition, il y a aussi... Enfin, moi, j'ai beaucoup connu la pétition quand j'étais jeune. C'est intéressant aussi, la pétition. Est-ce qu'on signe une pétition parce qu'on est d'accord avec ? Ou est-ce qu'on signe une pétition parce qu'on est d'accord avec le parti qui l'a proposée? Et je ne signerai pas cette pétition parce que je suis d'accord, mais c'est un tel qui l'a proposée. Et est-ce que la signature a valeur de soutien d'une opinion ou de légitimation d'une organisation? C'est très puissant, mais très complexe, la pétition. J'avais une question, mais ça a un peu évolué, parce qu'au moment où je voulais poser ma question, il n'y avait encore aucune femme qui n'avait pris la parole. Et la parole, je trouve, est essentiellement masculine. Et quand on regarde, à part Madame Arendt, voilà, on n'a pas eu d'autres exemples d'écrivaines. Donc peut-être, alors je ne sais pas, c'est peut-être plus pour une autre conférence, mais quelle est la place de l'écrivaine politique, quelle est sa place médiatique aussi? Voilà, parce que même au début du XXe siècle, George Sand avait déjà écrit depuis un petit moment, mais elle n'apparaît pas. Vous avez tout à fait raison. Quelles que soient les tendances politiques, le monde intellectuel est dominé par les hommes dans cette première moitié du XXe siècle. Et donc, il y a très peu de femmes qui apparaissent. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très très peu nombreuses, en fait. C'est un monde... clairement masculin. C'est un monde... Parce que aussi l'édition, l'université, toutes les institutions intellectuelles sont sexistes dans cette époque. De la même façon que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a très peu de gens aussi parmi tous ces personnes qui posent la question coloniale. Donc il y a des phénomènes de cette époque qui montrent que certaines questions d'égalité ou d'inégalité n'apparaissent pas dans le combat politique, y compris dans l'engagement des intellectuels dans cette période. Ça, je confirme, hein, il y a très peu de femmes. Je voulais revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure, du coup, si j'arrive à me rappeler clairement.
c'est qu'il y a quand même des espaces, me semble-t-il, et ça, c'est en train de se développer encore plus avec ce qui est en train de se passer au niveau politique en France, où les gens, enfin les habitants lambda, peuvent aller se renseigner, débattre. Il y avait les conseils locaux de développement que notre conseiller régional a supprimé ici. Je ne sais pas s'ils existent encore ailleurs, d'ailleurs par exemple, mais il y a plein d'endroits où on peut aller débattre. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a très peu de monde que ça intéresse, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple de se caler devant la télévision et de pas forcément réfléchir de la même manière, et surtout pas ensemble, ce qui me paraît fort dommage personnellement. Ce qui est très difficile, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai fait ma petite intervention un peu folklore en disant pourquoi je répondrais, c'est qu'il y a des contradictions profondes qui traversent notre société, et je suis pas très optimiste, c'est vrai. Je trouve qu'il y a peu de marge de manœuvre, enfin il y a tout un tas de raisons qui sont pas seulement médiatiques. Mais en même temps, je sais qu'il y a énormément de mouvements qui se créent, de collectifs, de créativité. Je sais aussi que dans l'Internet, c'est pas ce qui se voit le plus, mais il y a énormément de choses qui sont extraordinaires, de projets extraordinaires qui sont développés avec l'Internet. Je vois aussi que quand certaines personnes... Oui, non, mais c'est parce que je trouve que globalement, c'est quand même un truc qui n'est pas très, très productif. Bon. Mais je vois aussi que quand il y en a qui font rupture et qui font des choses courageuses, ça fait du bruit. Élise Lucet, etc. Donc, c'est compliqué. Il y a un petit peu de tout. Les femmes... je pense qu'il y a eu des progrès quand même. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de questions sur les rapports nord-sud, sur les rapports entre les sexes, sur l'écologie, la nature, le développement durable, qui étaient totalement absentes du débat public et qui sont arrivées. Donc c'est des processus contradictoires, il y a des choses qui montent, mais il y a de profondes... continuité idéologique. Enfin, on pense ce qu'on veut de la candidature. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites par certaines et certains de mes collègues sur les femmes en politique. On pense ce qu'on veut de la candidature de Ségolène Royal, mais la façon dont elle a été traitée, c'est absolument inadmissible. C'est lamentable, quoi. À partir du moment où elle était femme candidate à la présidence de la République, c'était une cruche, quoi. Ils font tous des conneries. Ils racontent tous des conneries, mais elle, c'était forcément une abrutie parce que c'était une femme. Donc là, il y a quand même une... Quoi qu'on pense, après, moi, il y a des trucs chez elle avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, hein, mais la question n'est pas là. Mais il se passait plein de choses qui ne se seraient pas passées avec un mec. Donc, il y a quand même aussi un vieux fond de ce type. Et par exemple, il y a des études intéressantes sur les femmes en politique. Et elles sont souvent prises dans une sorte de double contrainte parce que soit elles sont minorisées comme femmes, soit elles doivent se comporter comme des hommes pour pouvoir occuper une place à l'intérieur du politique. Donc il y a un espace sexiste du politique qui est encore extrêmement, extrêmement fort. Et c'est pareil, à l'université, il y a eu des progrès, mais on entend des choses un peu... de temps en temps, ça va pas, quoi. Deux commentaires. Le premier, j'avais pas dit que vous avez oublié le surréalisme. Le mot a fourché. Et en plus, à ce sujet-là, c'était Panaïs Testrati. Je voulais parler. Une chose que je voulais dire tout à l'heure, pour répondre un peu à monsieur, je ciblais bien la montée de l'extrême droite, sans porter de jugement, qui étaient deux périodes, les unes les autres. Et même si on ne peut pas résumer gauche-droite, je ne voyais pas, avec le temps qui nous est imparti, comment on pouvait aller plus loin. Mais je ciblais bien ce phénomène qui existait tout de suite après les mouvements humanistes, et là également le mouvement humaniste que l'on a eu plus ou moins pendant les 30 Glorieuses. La question que je voulais poser, c'est vous qui me l'avez inspirée. Vous avez parlé de cette photo sur la plage, qui pour moi est une photo inexistante, surréaliste au sens négatif du terme. Elle ne peut pas exister, cette photo. Qu'un garde... Que personne ne se précipite devant l'enfant alors qu'il y a un photographe qui prend l'enfant et il y a un garde républicain, un gars de la garde civile qui est debout devant, ça ne me semble pas possible, au sens réel du terme.
Enfin, vous parliez d'émotion, je pense qu'on se précipite pour ramasser l'enfant, pour faire quelque chose, pour le couvrir, pas pour laisser faire la photo et être debout. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'effectivement, l'engagement des écrivains, c'est un engagement écrit? Est-ce qu'aujourd'hui, l'image, je ne vais même pas parler de la photographie, n'est pas ce qui, malheureusement, remplace, on en parlait tout à l'heure avec les médias, remplace ce qui aurait pu être l'écriture, qui est beaucoup plus complexe à recevoir? Je ne vais pas trop répondre là-dessus parce qu'effectivement, de toute façon, il y a une économie médiatique qui privilégie certaines formes d'expression par rapport à d'autres et vous avez tout à fait raison. Alors, il y a aussi de l'écriture, mais c'est une écriture laconique. C'est pas du tout le même type d'écriture. Et l'économie générale des médias privilégie des formes d'expression. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il y avait des pavés et qu'il n'y en aurait plus aujourd'hui. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais je pensais à quelque chose par rapport à l'émotion. Excusez-moi, parce que en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous dites, sauf qu'il y a des études sur les images. Il y a eu des études là-dessus, des images fabriquées qui ne sont pas vraies. Enfin, il y a tout un problème de l'authenticité des images. Bon... Là, il y a pas mal de travaux qui ont été... Il y a une revue qui s'intitule « Sur le journalisme » qui a pas mal travaillé là-dessus. Il y avait eu aussi pendant, vous savez, les révolutions arabes, des images qui avaient circulé d'une femme, etc., qui en fait, qui n'existaient pas, qui n'étaient pas elle, etc. Mais pour l'émotion, il y a un truc dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est qu'une œuvre très importante, c'est celle de Brecht. Parce que Brecht, il réfléchit sur le rapport entre l'identification et la distanciation. Et en fait, il analyse très bien la montée du nazisme comme une recherche systématique de l'émotion et de l'identification. Il dit en fait que Hitler, c'est un très grand comédien du théâtre de l'émotion et de l'identification. Et il dit que ce qu'il faut chercher dans le cadre du théâtre, mais c'est vrai des médias en général, mais c'est très compliqué, c'est un moment d'émotion qui permet de s'intéresser aux choses et d'être concerné, et un moment de distanciation. Donc il y a toute cette réflexion-là. Et c'est complexe. Dernière question. C'est un peu une réflexion aussi par rapport aux propos de madame. Là, on voit à travers ce que vous avez présenté aussi le début d'une monopolisation, d'une spoliation de la parole, qui après s'est amplifiée. Enfin là, au début, c'était intéressant parce que c'était des intellectuels, mais après, avec l'arrivée des médias, surtout la radio, etc., il y a une voix univoque, sans pouvoir d'interaction, et se prend l'habitude de s'enfermer dans une réflexion par rapport à une parole donnée d'en haut Et après, il y a un deuxième temps avec une libération, mais je dirais quasiment mauvaise de la parole, avec les nouvelles interventions des talk shows, où on laisse débiter la haine, mais à la limite, on a pris l'habitude là-dedans qu'il n'y ait pas de contradiction, du moins qu'on ne cherche pas dans la contradiction quelque chose de nourrissant, qu'on ne s'intéresse pas à l'individu de la parole, mais plutôt à la polémique, ou des choses comme ça. Donc il y a un mauvais truc. Deuxièmement, parallèlement, là on parlait de l'intervention des intellectuels, mais avant, le peuple avait des lieux. Ça revient un petit peu les premières interventions qu'on a vues à Luc sur qui est le peuple, etc., où il y avait des lieux où la contradiction et la parole étaient accueillies de façon libre et égale, c'est-à-dire sans iter, où tout le monde pouvait s'exprimer et se contredire. Donc là, se forgeait aussi quelque chose de l'ordre d'une une éducation à la démocratie avec des valeurs, avec la recherche de valeurs et tout ça. Et finalement, ces lieux ont disparu, et même urbanistiquement parlant, on s'aperçoit que les projets comme à Lyon ou à Barcelone, c'est des promenades, des remblats, mais les agoras disparaissent, et les lieux de rencontre disparaissent. Ou alors si on se rencontre, ça va être vite fait, et ça permet pas, on enlève la temporalité de la réflexion. Les intellectuels, on demande de penser rapidement et de réagir aux événements, et les gens, on leur laisse pas un espace où se rencontrer réellement. En fait, on crée de la polémique, du talk show avec je déverse ma haine, et après, voilà, ça lève la soupape et c'est terminé. Mais il n'y a pas la possibilité d'aller plus loin et de rebondir, comme d'ailleurs, je remercie Christian de le faire, avec des causeries par derrière, où on a le temps de mettre un temps entre ce qu'on vient de dire et derrière reprendre des choses qui sont un deuxième temps, quoi. Je suis globalement d'accord avec la façon dont vous décrivez l'économie dominante des médias aujourd'hui, mais il ne faut pas être trop nostalgique sur le fait qu'à une époque, ça se serait passé de façon vraiment meilleure. C'est compliqué, ça. En fait, il y a une médiagénie, c'est-à-dire que en fonction du fonctionnement des médias, de leur fonctionnement symbolique et aussi de leur fonctionnement économique, j'en reviens toujours là, c'est très important, il y a certaines formes, certains traits de caractère dans la présentation de soi,
dans le discours, dans la façon de prononcer, dans le mode de présence, qui font que certaines personnes sont jugées médiatiques et d'autres ne le sont pas. Moi, je sais très bien, par exemple, sur les questions qui sont les miennes, qui on invite et qui on n'invite pas. Et il y a beaucoup de gens qui font des recherches excellentes, qui ne sont jamais invités et qui n'accèdent pas aux médias. Alors, je pense que ça a toujours existé d'une certaine façon, et que simplement, vous avez raison, les critères sur lesquels ça fonctionne ne sont pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Bien, eh bien, nous allons terminer cette soirée. Bah, je veux dire juste un mot, oui. Vous m'avez mis à l'épreuve, là, parce que la partie la plus facile de la soirée, c'était l'exposé, quand même. J'étais venu pour ça, ça je savais faire, etc. Bon, les réponses aux questions, c'était très difficile. Et donc, je vous remercie parce que c'est très, très bien de pouvoir être mis à l'épreuve. J'ai dû raconter beaucoup de bêtises, mais j'ai beaucoup appris. Voilà. Mais je pense qu'on réfléchit sur les bêtises, nos propres et celles des autres. J'ai appris, j'ai entendu plein de choses. Pour ceux qui ne seront pas là demain, je vous souhaite parmi nous le mois prochain. L'information est faite pour passer, elle est déjà très bien passée. On peut toujours élargir le cercle. Voilà, c'est important, ce qu'on passe, je ne sais pas si c'est une agora, mais en tous les cas, c'est un moyen de penser. Ça ne veut pas dire que naissent nécessairement des projets collectifs autour des échanges qu'on peut avoir, mais ce que je pense qui est toujours intéressant, c'est que ce type de paroles, celles qu'on a entendues, et les paroles qu'on a entendues, et ce qu'on a, sans rien dire, on fait des choses dans sa propre réflexion. Je pense qu'il y a toujours des chemins parallèles. Et il y a des choses qui avancent pour chacun. Moi, je crois aussi à l'autonomie, c'est-à-dire des choses qui vont partir de plans différents et qui vont arriver à des choses communes. Voilà, on va se retrouver subrepticement, je dirais presque, en pensant la même chose. Voilà. En tous les cas, merci à vous d'être là. Donc, c'est pas fini, hein. Si vous avez besoin de... Pas si vous avez besoin. L'échange est possible. La librairie est ouverte. Marielle s'en occupe, Martine aussi, n'hésitez pas. C'est une première, on va continuer. De toute manière, je vous invite même, si ce n'est pas ce soir, à aller faire un tour à Saillant, si vous y passez. Vous y découvrirez une superbe librairie avec des gens qui sont vraiment investis. Et ça aussi, il y a des vecteurs de communication, des gens qui vendent des livres avec une conviction. Ça, c'est aussi important pour nous donner le désir de lire. Voilà, merci.